Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 dans votre émission quotidienne Le Grand Forum, votre talk de fin d'après-midi qui sera largement consacré à l'actualité bien sûr de ces dernières heures, la disparition à l'âge de 96 ans de la reine Elisabeth II. On va en parler, mais on ne parlera pas que cela évidemment, puisqu'en deuxième partie nous parlerons un peu plus des affaires franco-françaises et nous en débattrons aujourd'hui avec moi Gamal Abina. Bonjour Gamal. Bonjour Christophe. Comment ça va ? Très bien. Bon, j'ai tenu à ce que tu sois là aujourd'hui et que tu nous apportes un peu tes éléments, puisque tu connais pas mal de choses sur la reine d'Angleterre que tu n'as jamais rencontrée. Non, j'ai eu cette chance. Enver de Santos, délégué territorial de la FEB. Salut Enver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va Enver ? Bah écoute, ça va, toujours consultant, toujours à la FEV, donc ça va très bien. Très très bien. Et il fait sa rentrée aujourd'hui sur France Maghreb 2. Emmanuel Dupuis, président de l'IPS. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe, bonjour aux auditrices et auditeurs et à mes sparring partners. Tu as bien bronzé mon Emmanuel, tu as passé de bonnes vacances. Oh, j'ai surtout télétravaillé. Oui, mais je sais, on t'a beaucoup vu. Voilà. Tu sais que j'ai eu une petite pensée pour toi cette semaine quand j'ai vu que les stations de ski commençaient à faire la gueule et que certaines d'entre elles d'ailleurs annonceraient qu'elles seraient fermées, ne pouvant pas faire face à la facture d'électricité. Ah mince, ah ouais, cette emmerdant, information m'a échappé. Bah oui. Elle me rend triste, déjà. Bah oui, moi aussi, voilà. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. C'était hier soir, aux alentours de 19h35. Direction la BBC. The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. BBC Television is broadcasting this special programme reporting the death of Her Majesty the Queen. Voilà, ça c'était sur la BBC. Alors figurez-vous que les médias français ont emboîté le pas à la BBC puisque BFM TV a été la première chaîne à annoncer la mort de la reine à 19h32 exactement, 30 secondes plus tard sur LCI, sur CNews pardon, et France Info, et 2 minutes plus tard sur LCI. Écoutez comment ça s'est passé, les annonces de cette actualité de la mort de la reine d'Angleterre sur les chaînes d'info en continu. Alors à l'instant même, on annonce le décès de la reine d'Angleterre. C'est maintenant tout à fait officiel. Pardonnez-moi, on apprend à l'instant qu'elle est décédée, que la reine Elisabeth II est décédée. Par François Bayrou, donc la minorité présidentielle. Pardon, Aurélie Trouvé, je dois vous arrêter. On apprend ce qui était assez prévisible depuis un certain temps. La reine Elisabeth est décédée. Je vous interromps. La reine Elisabeth II n'est plus de ce monde. Elle est décédée cet après-midi à Balmoral. Voilà comment ça s'est passé, donc l'annonce de la reine d'Angleterre et France Télévisions, France 2 qui a aussi interrompu ses programmes, tout comme TF1. C'était un peu attendu Emmanuel parce que on nous a un peu communiqué sur son état de santé tout au long de l'après-midi, ce qui fait d'ailleurs que les médias étaient plus ou moins prêts. À 19h35, on avait déjà des gros sites d'infos qui avaient des rétrospectives sur la vie de la reine, donc tout le monde était un peu prêt finalement à cette disparition. Oui, alors déjà, son âge avancé faisait que c'était inéluctable, 96 ans. La Queen Mother était morte à 99 ans, donc il y avait d'une certaine façon une attente fébrile de la part de la population britannique. Et l'opération London Bridge Down, c'est-à-dire le passage de relais entre la reine qui décède et le roi qui lui succède, Charles III, était déjà prévu depuis plusieurs années. D'ailleurs, c'était la reine qui l'avait mise au point depuis de nombreuses années. Petite anecdote, le journaliste de la BBC, qui est le premier à annoncer cette annonce, s'était déjà, d'une certaine façon, fait remonter les bretelles quand il avait annoncé la maladie de la reine. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il est arrivé en noir, puisque la consigne de la BBC, qui je rappelle est une chaîne d'État, est évidemment être la première à annoncer cette triste nouvelle. Absolument. Alors Gamal Abina, quand tu as appris la disparition de la reine d'Angleterre hier, surpris, pas surpris ? Non, pas surprenant, comme le dit à l'instant Emmanuel, il a parfaitement raison, c'est quelqu'un qui était très âgé déjà, qui était malade en plus, ça faisait longtemps qu'on sentait
que la fin se rapprochait. Il y a beaucoup de protocoles chez les Anglais, il faut le savoir. Donc tout était planifié, réfléchi. Ils savaient ce qui se passait. Elle était en Écosse. Elle rend son dernier souffle hier, mais je pense c'est arrivé plus tôt et qu'ils ont pris le temps de l'annoncer. Pourquoi BBC l'annonce ? Parce que BBC, historiquement, c'est la chaîne la plus importante d'Angleterre. C'est la fameuse BBC World Services. Donc c'est la BBC du monde, entre guillemets, qui rayonnait sur le monde et sur le monde anglo-saxon et qui était la chaîne qu'on entendait le plus par rapport à la Seconde Guerre mondiale en opposition au nazisme. Il y a vraiment une idée de la BBC qui est très très longue. C'est pas une petite... Je complète. La BBC a une autre réalité. C'est que c'est la chaîne qui est écoutée dans les 54 pays du Commonwealth. Absolument. Donc elle a un rayonnement mondial, c'est ça que je dis, c'est le Commonwealth. Enfin, un rayonnement Commonwealth. Alors qu'est-ce que le Commonwealth ? Parce que tout le monde ne sait pas d'ailleurs, expliquez-nous. Tu expliquais ou Alors le Commonwealth est une organisation qui a une vieille histoire. Il faut remonter à 1926, c'est la première fois où on a parlé de cela à travers ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Balfour était un ancien Premier ministre britannique qui le premier a pensé, tout comme la France avait anticipé le processus de décolonisation avec le discours de Brazzaville du général de Gaulle en 1944, qu'il fallait revisiter les relations entre la Grande-Bretagne et ses dominiums, donc ses colonies. Oui, vous savez qu'il y a une différence majeure entre la colonisation française, qui est une colonisation directe, et la colonisation britannique, qui prend plusieurs formes, dont une forme de souveraineté et une forme de suzeraineté, avec beaucoup d'autonomie pour certains, et évidemment une longue tradition de décolonisation, alors que nous avons décolonisé quasiment en 4-5 ans. Entre 1956 et 1962. La décolonisation britannique s'est fait beaucoup plus lentement, entre 1947 jusqu'à la fin des années 80. Et puis, après cette déclaration Balfour, en 1931, au Parlement britannique, c'est pour ça que ça s'appelle le statut de Westminster, a été voté dans la loi, dans le marbre de la loi britannique. Gamal évoquait le grand formalisme de la monarchie britannique, qui est une monarchie constitutionnelle, donc parlementaire. Il a été décidé qu'il fallait trouver un espace de dialogue avec des pays qui conservent la souveraineté royale. Il y a 14 pays dans le monde qui ont perdu leur souveraine. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Jamaïque, les Bahamas, Antigua et Barbuda, Belize, Grenade et Sainte-Lucie et d'autres. Et donc le Commonwealth, c'est 56 nations, 2,3 milliards d'habitants qui ont en partage une langue, l'anglais, un système institutionnel qui est basé sur la common law, la loi britannique, et bien évidemment qui sont issus d'un processus de décolonisation. Bref, toutes les anciennes colonies britanniques, pas seulement, puisque des pays qui n'ont jamais connu la colonisation britannique, en juin dernier, le 22 juin dernier, et le Togo et le Gabon, qui n'ont jamais été ni de près ni de loin colonisés par la Grande-Bretagne, ni anglophones, et ni anglophones a fortiori, ont décidé de joindre le Commonwealth. Le Cameroun l'avait fait en 1995, mais c'est logique parce qu'il y avait une partie du Cameroun qui était francophone. Enver, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la dernière grande personnalité du XXe siècle a disparu et ainsi peut-être que c'est un nouveau monde qui est en train de naître, ou en tout cas un changement de monde? Eh bien, je dirais qu'il est vrai que quand on prend du recul, on se rend compte que Mikhail Gorbatchev est décédé il y a quelques jours, donc un vestige donc du XXe siècle. Président de l'URSS. C'est cela. Et aujourd'hui, la reine d'Angleterre, qui est, je dirais, la symbolique même de ce siècle, parce qu'elle a traversé la Seconde Guerre mondiale. 70 ans de règne. Voilà, elle a traversé la guerre du Vietnam, mais également les attentats. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a traversé quelques-uns des plus grands événements du XXe siècle en tant que souveraine. Et le fait qu'aujourd'hui, le monde entier, je dis bien le monde entier, réagisse justement à ce décès, ça n'est pas que du gossip en fait, c'est vraiment le principe qu'elle a marqué l'histoire de l'humanité. Après, je pense que ce sont les années et peut-être les siècles à venir qui nous diront à quel point elle a marqué justement l'histoire de l'humanité. Et quand je dis ça, je pèse mes mots dans la mesure où beaucoup ont dit non, j'aimerais bien avoir pareil une monarchie républicaine, une monarchie constitutionnelle en France, mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que nous, le peuple français... Avec Macron, on s'en rapproche un peu. La Constitution française a été faite comme... c'est une monarchie pratiquement. Quand De Gaulle fait écrire la 5e République, la Constitution de la 5e République, il l'a fait vraiment à la mesure de l'homme. N'oublions pas que Emmanuel Macron est coprince d'Andorre. Donc il y a toujours une partie de monarque parmi ce personnage. Mais en tout cas, effectivement,
La reine d'Angleterre, Sa Majesté la reine Elisabeth II, effectivement, aura marqué le siècle, le 20e, et également ce début du 21e siècle, dans la mesure où je pense qu'effectivement, certaines de ces décisions ont influencé le Parlement anglais, qui lui-même a influencé le monde. Alors, est-ce qu'elle faisait beaucoup de politique, la reine d'Angleterre, Gamal Abina ? Alors oui, l'idée selon laquelle la reine d'Angleterre était une sorte d'apparat, c'est pas vrai, hein, ça c'est un mythe. Tout à fait. On a voulu, parce que l'Angleterre n'a pas eu de révolution républicaine, et c'est vrai que quand tu parles de constitution, Emmanuel, c'est pas tout à fait une constitution comme on l'entend, c'est une constitution de fait. Common law. Voilà. Et allô. Oui, allô, on est là. C'est un beau jeu de mots. Non, mais là, je suis loin. Je suis très loin. Donc, la question, effectivement, qui se pose, c'est quelle est l'influence et le pouvoir d'influence de la reine d'Angleterre ? Oui. Alors, elle est très rapidement mise aux commandes, quasiment, avec l'abdication de son oncle, au début du siècle dernier. Hein, Édouard VIII ? Oui, non. Non. C'était Georges V, pardon. C'est ça. Ouais. Et donc, il abdique parce qu'il voulait pas de pouvoir. Elle arrive donc en troisième position par rapport à la succession. C'est donc elle qui est pressentie pour être la future reine, ce qui est évident. Et elle arrive finalement à la tête de l'État anglais en termes de position. C'est une position très importante, le principe du royaume d'Angleterre. Elle arrive dans un pays qui est très conservateur et elle arrive à 25 ans au pouvoir. Donc elle est très jeune. Pourquoi ? Parce que je crois que son père meurt en 52, il me semble, à l'étranger et qu'elle finit par se retrouver à la tête d'un État immense. Parce que l'Angleterre, c'est pas seulement l'Angleterre. D'abord, on le réduit enfin, c'est un abus de langage. C'est d'abord le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est quoi ? Voilà. C'est l'Angleterre qui contrôle l'Écosse, le Pays de Galles. Ouais. Et l'Irlande du Nord, évidemment, sur ces questions-là. Donc ça, c'est le contrôle direct de l'Angleterre. Après, il y a ces fameux dominiums, effectivement, dont tu as parlé, Emmanuel, qui sont 52 États. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Angleterre a décolonisé de façon relativement, c'est relatif parce qu'avec le Soudan, ça n'a pas été très cool, mais relativement douce, et a décidé de choisir une colonisation de collaboration. C'est-à-dire que l'Angleterre garantit ses relations économiques avec la plupart de ses anciennes colonies, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore quasiment sous la couronne d'Angleterre, on a encore le Canada, on le sait, il y a aussi l'Australie, il y a aussi la Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de pays qui sont sous la couronne d'Angleterre, donc elle contrôle virtuellement l'Angleterre. Dans ces pays-là, on dit aussi bien qu'en Angleterre, God save the Queen. Pourquoi ? Parce qu'on espère que la reine sera toujours en bonne santé, qu'elle durera longtemps et qu'elle guidera bien le pays. Ensuite, la reine d'Angleterre, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a, dès ses 25 ans, très tôt, plutôt 20 ans, était à Londres pendant le Blitz, le fameux bombardement hitlérien pendant la bataille d'Angleterre. Et elle a refusé de quitter Londres et de rester aux côtés des Londoniens. Et ça, c'est une image qui est restée sur elle, d'une femme courageuse, d'une femme qui était solidaire, qui était aussi à la protection civile, qui a fait beaucoup de choses, qui a donné de sa personne et qui a voulu montrer que dans une certaine forme de réforme, la figure de la reine d'Angleterre ne devait pas être éloignée de la population. Alors ça, c'est une méthode qu'elle utilisait, qui était un peu en rupture avec ce qui précédait à elle, et c'est une méthode un peu réformatrice. La contrepartie de ça, c'est quoi ? C'est que la reine d'Angleterre jeune était quelqu'un qui semblait quelqu'un d'assez modernisant, un peu réformateur, et au fur et à mesure, en vieillissant, elle est devenue conservatrice comme tous les autres. Donc on se souvient des années 90 avec la mort de Lady Diana, où effectivement, elle n'a pas eu une très très bonne posture. C'est ça, absolument, 97, où il n'y a pas une très, très bonne posture. Là, elle a été très critiquée quand même. On l'a accusée de ne pas avoir de cœur. Oui, parce qu'elle a montré une distance. Oui, parce qu'elle n'aimait pas... Elle n'aimait pas les Diana, qui est considérée presque comme une roturière, donc il faisait pas. Après, le quorum l'obligeait également. Et oui, non pas seulement. Bien, elle aurait pu ne pas respecter cela. Après, on s'est retrouvé avec une reine d'Angleterre qui se rapprochait quasiment du modèle de la fameuse reine Victoria. Alors, ce qui est intéressant en Angleterre, je tiens à le rappeler quand même, c'est important de le souligner, c'est que c'est un pays c'est une nation un royaume pour être précis, qui donne la part belle aux femmes. C'est-à-dire que ce soit la reine d'Angleterre, Victoria, Thatcher, Theresa May ou encore la dernière première ministre en date, voilà, on a souvent des femmes de tête qui sont au pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est très particulier et très propre à l'Angleterre. Ouais. Et l'autre aspect, c'est anglophone en fait. Tout à fait. Oui, on dit anglo-saxon, mais c'est vrai qu'on trouve sur l'Allemagne avec pour une fois, on a eu une femme à la tête de l'État allemand, mais il n'en demeure pas moins que l'Angleterre, c'est une singularité en termes culturels, politiques. C'est un pays qui a été capable de faire ce fameux Brexit parce qu'il savait, avec leur couronne, enfin pas avec leur couronne, avec leur pound, la livre anglaise, qu'ils se croyaient solides. Bon, il y a eu des conséquences, mais ils s'appuient beaucoup aussi sur Commonwealth. Donc ce qui fait que l'Angleterre, en vérité, elle est moins européenne qu'elle n'est Commonwealth. C'est en cela que je dis cette reine d'Angleterre a un pouvoir d'influence certain et sa voix compte. C'est pas comme l'Espagne avec Juan Carlos ou d'autres rois européens, parce qu'il faut se rappeler aussi une chose importante, la plupart des pays européens sont des royaumes. Mais est-ce que finalement, Emmanuel, pour en terminer là-dessus, pour passer à autre chose dans un instant, parce que vous allez voir qu'elle a connu quand même pas moins de 15 premiers ministres. Ouais. 15, son règne, 15 exactement. De Churchill à Liz Truss. Mais est-ce que c'est la fin d'un monde commun ? Parce que j'ai l'impression que la reine d'Angleterre mettait tout le monde d'accord.
Bon, déjà, il faut avoir à l'esprit qu'elle n'était plus chef du Commonwealth depuis 2018. Ouais, c'est vrai. Et que c'est le prince Charles, qui avait repris ce bâton de pèlerin. de pèlerin ou bâton de maréchal. Les deux valent. Maréchal, c'est et chaud que quand même. le chef du Commonwealth, c'était le prince Charles. Alors ça pose problème, parce qu'effectivement, autant il y avait une sorte de bonhomie qui émanait de la reine, 70 ans de règne. Gamal l'a expliqué, elle a été très impliquée pendant la guerre. Elle a fait de la résistance interne, parce qu'elle a été Elle conduisait des ambulances. Elle a été mécanicienne, elle a été ambulancière, capitaine d'ailleurs. Et donc, évidemment, elle et sa famille ont refusé de quitter Londres. Ouais. Ils sont restés à Windsor. Il était question qu'ils quittent la Grande-Bretagne. Ils ne l'ont pas fait. Mais je crois qu'il y a la personnalité de la reine et puis il y a la continuité de la couronne. Absolument. Tout ce que Gamal explique, c'est pas la reine, c'est la continuité de la couronne. La manière dont la Grande-Bretagne a administré des territoires différemment que ce qu'a fait la France. Ouais. La loi indirecte, l'autonomie politique que le Royaume des Indes avait avant leur indépendance en 1947. C'est pour ça qu'in fine, la décolonisation vis-à-vis de la Grande-Bretagne s'est très bien passée. Ça s'est moins bien passé entre le Pakistan et le Bangladesh, et le Pakistan occidental, le Pakistan occidental et la Fédération d'Inde, mais la décolonisation n'a pas connu, à part le Soudan, tu as raison, les soubresauts qu'on a pu connaître. Il n'y a jamais eu de guerre, de décolonisation, comme nous avons connu en Algérie, par exemple. Mais il y a aussi un autre élément, et je réponds à votre question, Christophe, il y a la personnalité de Charles, qui n'est pas aussi appréciée que la reine. Je regardais un sondage, mais c'est assez inquiétant, parce qu'il est roi, désormais. Rien qu'à d'avoir conservé Charles, c'est peut-être pas bon signe, parce qu'on sait ce qui est devenu les deux anciens Charles. Hein. Oui, alors bon, après il y a... ça présage pas du très très bon, tout ça. Oui, bon, après il y a la superstition, mais non, mais les chiffres sont quand même ténus et sont là. Le Canada, qui est sous souveraineté britannique, le chef d'État du Canada, c'est pas Justin Trudeau. Justin Trudeau, il n'est que Premier ministre. Et le chef d'État, c'est la reine d'Angleterre. Bon, pas beaucoup de gens le savaient, ça. Alors, par contre, je vais vous donner les chiffres que peu de gens savaient non plus. Eh ben, tu vas nous les réserver dans un instant, les chiffres. Dans un instant, Capitaine a parlé. Les chiffres. Les chiffres d'Emmanuel Dupuis à suivre. Et on parlera justement de son long règne de 70 ans où elle a connu, on le disait, 15 ministre, elle a visité quand même pas moins de 100 pays, paraît-il. 100 pays, c'est énorme. Même l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Les 3 pays du Maghreb. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, fondateur du MDC, avec Enver de Santos, délégué territorial de la FEV, avec Emmanuel Dupuis, vice-président, pas vice-président, s'il vous plaît. J'ai pas encore été voilà. Président carrément. Président de l'IPS, l'IPS qui est l'Institut de perspective de sécurité en Europe, et non pas perspective. Voilà. Alors justement les chiffres, Emmanuel. Ah oui, alors les chiffres, on les veut. Oui, alors je prends l'exemple du Canada parce que c'est assez exemplaire. C'est une grande nation qui nous est chère et qui reste dans le Commonwealth tout en restant dans la francophonie. La reine était appréciée, quand on posait la question quelle est votre appréciation positive ou négative, 80% d'opinion positive pour la reine, ça retombe à 29% pour Charles. Ça va être un peu plus compliqué. Ça va, c'est une dégringolade. Ça va être très compliqué pour Charles de gagner en légitimité, qui n'a pas forcément, par les actions qu'il a menées jusqu'à présent, sur le plan diplomatique ou sur les grands dossiers qu'il a portés. À l'exception du dossier environnemental, c'est quelque chose dont il est profondément emprunt. Absolument. D'ailleurs, il est président du World Wildlife Foundation, donc il est très impliqué dans l'environnement. On dit que ce sera un roi écolo. Est-ce que ça suffira à gagner le cœur et l'esprit de ces sujets ? Ne dit-on pas, Emmanuel, que la reine est morte, vive le roi ? On le dit, oui. Voilà. Et on peut même le dire officiellement depuis qu'elle est morte. Oui, et ça sera officiel demain à 11h, à 11h, il sera proclamé roi d'Angleterre. Comment ça se passe dans le protocole ? C'est très simple. On sort les bijoux de famille. Aucun jeu de mots. Pardon, Emmanuel, mais mauvais. Mais personne n'y a pensé. Ce sont bien les bijoux de la famille. On dirait les joyaux de la couronne. Les joyaux de la couronne ou les joyaux de la couronne qui sont dans la tour de Londres, qui sont embastillés dans la tour de Londres, avec une petite polémique, vous savez, sur le diadème, cette énorme couronne qui pèse 30 kilos. Il y a le plus gros diamant du monde, mais qui n'appartient pas du tout à la Grande-Bretagne.
Par contre, il appartient à l'Inde. Et l'Inde, Narendra Modi, n'a cessé de dire du vivant de la reine, il faudrait quand même rendre ce joyau de 106 carats. C'est une pièce absolument énorme. Et donc, pour répondre, on sort les bijoux, le sceptre, le globe, l'autorité donc du pouvoir royal, monarchique, et le pouvoir empire, de l'empire, de l'ancien empire. On lui met la couronne sur la tête. Mais justement, c'est le couronnement et c'est pas demain, ça. Non, alors, c'est la programmation. Tu as raison, il y a la proclamation de roi, mais il prend possession des attributs. Et ensuite, il y aura, en grande pompe, devant le monde médusé, devant plusieurs milliards de téléspectateurs, rappelons-nous que la première retransmission télévisée, c'était le couronnement de la reine d'Angleterre. En quelle année 1952. Voilà. Et donc on aura un grand couronnement avec toutes les têtes couronnées du monde et bien sûr une bonne partie des chefs d'État et de gouvernement. On l'évoquait avec Christophe, à l'exception du roi de Russie. Du roi de Russie, oui, du tsar de Russie. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui a dit qu'il ne viendra certainement pas. Il est très certainement pas invité non plus. Ah oui, alors il y aura beaucoup de chefs d'État justement, Gabal, pour j'espère bien que le président français va s'y rendre. Bien sûr. Il est obligé. Il ne va pas échapper à ça. Non. Tout le monde sera présent. Alors, il y a une chose importante. J'aime bien, c'est bien parce que tu as rappelé un truc que j'apprécie d'ailleurs, mais on va creuser un peu le sujet. C'est la question de la fortune de la reine d'Angleterre. Il faut savoir que la reine d'Angleterre, virtuellement, est la plus grande fortune d'Angleterre. Non. C'est ce qui. C'est pas vrai. On va pas parler de J.K. Rowling, mais virtuellement, on prétend que c'est la plus grande fortune. Pourquoi ? Parce que est-ce que tu peux chiffrer la fortune de la reine d'Angleterre ? Oui. 700 millions d'équivalents euros. C'est pas la première puce. Il y a des lords qui sont beaucoup plus riches que la reine d'Angleterre. Non, c'est pas la première fortune d'Angleterre. C'est le sentiment que ça donne, mais je suis pas. Non, elle est très riche. Non, attends. Très riche. C'est la première. C'est la chef d'État la plus riche au monde. Ça, c'est clair. Mais ça fait pas d'elle la plus riche d'Angleterre. Ouais. Il y a des lords ou des oligarques qui ont désormais la nationalité. Je parle pas des produits importés, je parle vraiment des produits anglais. Produits importés. Ouais, parce que si tu me parles des oligarques russes, il y a des lords de l'aristocratie, des lords qui ont beaucoup plus d'argent qu'elle. La première fortune d'Angleterre, c'est 10 milliards d'euros. La reine d'Angleterre a 700 millions d'euros. C'est beaucoup, hein. Ah mais oui, c'est pas la première. Une différence quand même notable. Alors. Justement. Mais elle est très riche, hein. Alors, pour répondre à tes questions, quand même, je n'ai pas répondu. Mais tout le monde sera présent pour deux raisons. Oui. Le premier couronnement s'est fait à la télévision en 52. Non, c'est pas ça. C'est parce que la force représentants de tous les pays seront là. Tous les pays, sans exception. Soit les pays seront invités. Chef de gouvernement, Premier ministre ou la plus haute autorité. Pas de Russie. Mais là, c'est normal, ils sont en conflit. C'est comme si Hitler était venu voir le couronnement de la reine d'Angleterre. Non, mais la question de Christophe est bonne. Est-ce qu'il y aura sans doute une invitation? Sergei Lavrov, par exemple. Non, mais ils sont sous sanction. Ils sont sous sanction. Il n'y a même pas de liaison aérienne, donc c'est réglé. Donc pas de Russes. Si, l'ambassadeur de Russie à Londres. Oui, c'est normal, il est en poste. La Russie sera invitée, mais les Russes qui sont sous sanction, d'ailleurs, risqueraient gros. Oui, parce qu'il ne pourrait pas sortir en plus. Alors, combien il y a de royautés en Europe? Est-ce que vous le savez? Des républiques très peu, les royaumes, il y en a beaucoup. Moi, je dirais il y en a 7. Non, plus. Apparemment, moi j'ai 6. Non, plus. Bah si, vous avez la Belgique, Danemark, Belgique, Angleterre, Espagne. Non, l'Angleterre, tu l'enlèves. C'est pas un royaume? Non, c'est plus l'Angleterre. L'Europe européenne. Européenne, mon vieux. Espagne, Belgique, Luxembourg, Danemark, Pays-Bas, Hollande, ouais. Et il y en a un 6e. Mais il est où, le 6e? La Suède, voilà. Donc il y en a 6. Voilà, 6. Et donc tous les rois et reines de ce monde vont aller aux funérailles. Ah, bien sûr. Voilà. Mais pas seulement les rois et les reines. Non, tous les chefs de gouvernement, sur tout le monde. Donc ça va être un énorme truc, quoi. Et donc les funérailles, ça sera, vous m'avez dit, le 9e jour. Ouais. Donc, enfin, le 10e jour. La fin du deuil national. D'accord, très bien. Il faut jamais oublier que c'est le règne le plus long, quasiment, d'Europe. 70 ans, quand même. Ah, il y a eu mieux. 70 ans, Louis XIV. Non, mais on parle d'Europe contemporaine. Louis XIV, c'était le plus long pour l'instant. Mais en Grande-Bretagne, elle a régné plus que Victoria? Oui, plus que Victoria. C'est plus long en Angleterre. 70 ans, 9 mois, 2 jours. Ouais, c'est énorme, c'est vraiment. Elle a traversé un siècle, quoi. Et elle a traversé combien de guerres? Surtout que l'Angleterre a eu beaucoup de guerres. Puisque tu parles de guerre, Gamal, est-ce que tu peux nous dire le rôle exact que la reine d'Angleterre a eu pendant cette deuxième guerre mondiale? Alors déjà, il y a une chose sur laquelle je pense Manuel va comprendre aussi, c'est que le royaume d'Angleterre, un temps, par rapport au nazisme, il y a eu ces fameuses visites de Lloyd George, a été très décrié parce qu'il n'était pas clair vis-à-vis du nazisme au début. Et la reine d'Angleterre a clarifié la situation. Les choses étaient très claires la concernant. Il n'y a pas de négociation avec les nazis et le racisme n'était pas éligible dans le royaume d'Angleterre. Alors pardon Gamal de te couper parce que les auditrices et auditeurs écoutent évidemment assidûment cette émission.
Et pour ce qui est de l'homme le plus riche, on a la réponse, c'est Myriam qui est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Très bien. Je voulais dire, je crois que c'est le duc de Westminster. Ah, c'est possible. Voilà. C'est lui qui est le plus riche, puisqu'il est devenu duc à 29 ans, quand son père est mort à 64 ans. Et c'est le duc de Westminster, donc c'est la famille Grosvenor. Tout à fait. Voilà. Merci Myriam. Merci beaucoup pour cet apport précieux. Non, c'est bien. Voilà. J'avais oublié ce joyeux juron. Et vous pouvez intervenir, je le rappelle évidemment, au 01 40 33 9000 pour nous parler de cela. Pour nous dire que ça vous gonfle déjà, mais vous allez en manger de l'Angleterre, je vous le dis. Pendant 10 jours, c'est parti. Gamal, pardon. Donc sur le rôle. Oui, donc sur le rôle. Donc son rôle était important parce que d'abord la famille d'Angleterre, la famille royale anglaise, n'a pas été claire avec les nazis. Il y a eu Lloyd George qui allait régulièrement là-bas, mais pas seulement. Il y a eu d'autres représentants qui étaient plus ou moins impliqués. Il a fricoté d'ailleurs lui apparemment avec les, les nazis. Non, il n'a pas fricoté. Ils étaient fascinés par les nazis. Fascinés, oui. Parce qu'ils considéraient que c'était un vrai modèle de réussite économique. Eux, c'est les questions économiques qui les a fascinés. Moins les questions racistes, parce qu'il faut jamais oublier, il faut mettre les choses dans leur contexte. Au moment où les nazis arrivent au pouvoir en 1933 et pendant 6 ans, il y a un développement économique extraordinaire qui est conduit par l'ancien président de la Reichsbank qui s'appelait Hjalmar Schacht. Et pendant 6 ans, c'est un vrai décollage qui est fait sur la base il y a un montage financier dans ce qu'on appelait les emprunts méfaux qui ont permis d'alimenter la machine économique nazie avant de passer aux militaires. Les militaires arrivent vraiment par la suite. Ils ont d'abord masqué leurs intentions par des grands chantiers, par tout un tas de disponibilités à la population, des radios, des routes, des autoroutes, des voitures. Enfin, ils ont inventé tout un tas de systèmes. Et ça fascine les Anglais parce qu'effectivement, le monde était en difficulté à ce moment-là. Ils sortaient tous quand même de la Première Guerre mondiale épuisés. Et donc, cette relance économique a donné le sentiment que le modèle nazi, qui était un modèle du point de vue anglais juste nationaliste, il ne voyait pas un impérialiste, il ne voyait pas un criminel, il voyait un nationaliste extrême sans doute, mais qui était un homme qui répondait à un traité inique dénoncé par les Anglais d'ailleurs, le traité de Versailles. Et donc à partir de là, la famille royale n'a pas été claire. Il y a eu beaucoup de voyages de hauts représentants anglais qui allaient régulièrement voir Hitler dans sa maison en Bavière et qui très souvent revenaient avec des lauriers. Ils étaient impressionnés par le personnage, par le récit du pays. Les Jeux Olympiques les ont fascinés aussi, pas l'oublier. Donc la reine d'Angleterre, de ce point de vue-là, a nettoyé l'honneur de certains éléments de cette famille qui ont été écartés d'ailleurs. Et elle a effectivement, en résistant et en montrant qu'elle était sans concession, comme d'ailleurs l'était Churchill, elle a réellement fait corps avec le royaume d'Angleterre avant la guerre. Je précise bien, c'est pas au moment des bombardements de Londres, parce que là c'est facile d'être nationaliste, c'est avant ça. Donc là-dessus, elle a une image qui a quand même pas été écornée, loin s'en faut. Elle a montré qu'elle résistait avec la population, elle était très proche du peuple et elle prenait beaucoup de bains de foule, on dirait, on appelle ça comme ça, au moment où l'Angleterre souffre le plus. Est-ce qu'il y a une part Je peux rajouter un élément à ça, et il faut bien aussi avoir à l'esprit qu'on parle de royauté. Et donc, au cours du siècle dernier, les rois et reines étaient cousins entre eux. Absolument. Et il faut quand même pas se souvenir. Une partie de la famille royale anglaise était d'origine allemande, c'est vrai. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Le prince Philippe, héritier de la maison de Grèce, était lui-même issu d'une famille de l'aristocratie allemande. Alors, je ne résiste pas au nom. Tu peux dire le nom d'origine, voilà. Schleswig, Holstein, Standenburg, Glücksbourg. À tes souhaits. Donc il a fallu un peu nettoyer, et donc c'est la raison pour laquelle Lord Mountbatten, le premier, l'amiral, ce qu'on appelle le Lord Admiral, le chef d'état-major de la vice-roi des Indes, l'a adopté. Et ne pas oublier que les 3 sœurs du prince Philippe avait épousé des dignitaires nazis. Absolument. Donc il fallait faire un grand coup de balai, un grand coup de nettoyage. C'est ce qu'elle a fait. Elle l'a fait. Ça, on peut pas lui enlever. Est-ce qu'il y a quand même des parts sombres chez la reine d'Angleterre durant son règne? Bien sûr. Ouais. Par exemple. Des parts sombres. Déjà, j'ai envie de dire que Kindimo consent. Des parts d'ombre, oui. Non, sombre aussi, on peut dire. Pardon. Différentes interventions anglaises, les Malouines et tout un tas de choses comme ça, où elle ne s'oppose pas du tout. Elle défend son territoire. Voilà. Donc là, il y a quand même ce côté un peu impérialiste qui est bien présent. Ensuite, il y a aussi, il y a plusieurs interventions anglaises sur lesquelles elle s'est tue. Maintenant, la plus grande part sombre, on dira, c'est vraiment sa relation avec Diana. C'est une relation qui est délétère, détestable, où elle n'a pas brillé par sa bonté. Elle l'a jamais aimé, en fait. Elle l'a jamais aimé parce qu'elle la considérait presque, alors c'est pas le cas, mais comme une roturière. Alors une roturière, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas de sang bleu, qui n'est pas de sang royal, qui n'est pas noble. Et pourtant, elle l'était. Elle était, oui, mais elle la considérait presque, c'est pour ça que je dis presque comme une roturière. Alors qu'elle n'en était pas, mais elle ne considérait pas que c'était une femme qu'elle pouvait respecter. D'ailleurs, elle l'a assez mal vécu, Diana.
Oui, non, mais t'as l'ancienne qui avait entre divorcé. Charles qui n'avait rien à foutre d'elle et puis la reine qui l'aimait pas. Donc, c'est pour ça que Charles n'est pas aimé d'ailleurs. Tout à l'heure on en parlait, mais Charles n'est pas aimé, c'est une des principales raisons. Elle est encensée, Diana, toujours considérée comme une sorte de princesse éternelle. On se rappelle de ses funérailles, c'était quand même extraordinaire. Grandiose. Même là, ça a été compliqué pour la reine d'Angleterre. Sa participation était à minima. Donc c'est pour ça que je dis, cette partie-là, c'est de l'humain, hein, on est sur de l'humain. On n'aime pas toujours les gens qui nous entourent. Elle ne l'aimait pas pour les raisons X qu'on ne connaît pas d'ailleurs. T'as raison. Mais dans tous les cas de figure, ça, à la limite, j'ai presque envie de dire, ça l'a presque humanisé dans sa méchanceté. Ouais. Alors, si on peut parler des ondes d'ombre, on peut aussi parler des ondes de lumière. Elle a fait beaucoup plus que son simple rang ne l'autorisait ou ne l'a prédestiné à faire. Je pense notamment avec Nelson Mandela, qu'elle est allée rencontrer en 1995, alors qu'il venait juste d'accéder au pouvoir. Elle est allée beaucoup plus loin que le souhaitaient les premiers ministres de l'époque. Alors, dans la dénonciation de l'apartheid. L'Afrique du Sud fait partie de la couronne d'Angleterre. On est d'accord. Elle est souveraine. Merci. Mais en tant que souveraine, les premiers ministres de l'époque lui avaient fortement déconseillé de mettre en cause le système de l'apartheid avant qu'il ne tombe en 1992. Alors, elle l'a courageusement fait. On pourrait remonter à 1961, quand déjà Harold Macmillan, le ministre des Affaires étrangères de Churchill, lui avait intimé l'ordre de ne pas se rendre au Ghana, alors que le Ghana menaçait de quitter le giron occidental pour passer du côté soviétique et de quitter le Commonwealth. Elle y est allée courageusement. Certains disent qu'il a fallu qu'une danse. Je vous invite à regarder le film The Crown et vous verrez ça très bien documenté. Et elle a, d'une certaine façon, fait basculer Nkrumah, qui pourtant n'était pas un tendre, un turiféraire du panafricanisme. Et Kwame Nkrumah est tombé sous le charme. Alors, et c'est pour ça que le Ghana est toujours dans le Commonwealth. On avance un petit peu parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer, évidemment. Dans un instant, on va retracer un petit peu les premiers ministres qu'elle a eu durant son règne. Il y en a eu 15 au total. À tout de suite. C'est le quiz. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec Emmanuel Dupuy, Gamalabina, Enver Dos Santos. Sachez que le roi, parce qu'il est roi maintenant, Charles III a pris son premier bain de foule. Buckingham Palace tout à l'heure. Évidemment, voilà. Donc, il est arrivé là-bas et tout s'est bien passé visiblement. Alors, on va parler maintenant des premiers ministres. Alors, on a connu la reine, hein, quand même. Pas moins de 15, écoutez. En 70 ans de règne, Elisabeth II a vu se succéder 15 premiers ministres britanniques, de Winston Churchill, qui l'a accompagné dans ses premiers pas de reine, jusqu'à Liz Truss, qu'elle a nommé chef de gouvernement en début de semaine. À l'international aussi, la reine a rencontré des dizaines de chefs d'État au fil des décennies, côtoyant les présidents français depuis la 4e République, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est avec François Mitterrand qu'elle avait lié une certaine amitié. Elle n'aimait pas vraiment la bonhomie de François Hollande. Elle trouvait que Giscard d'Estaing était un peu hautain et que Chirac était un peu gaffeur. Du haut de ses 96 ans, Elisabeth II était aussi l'une des derniers témoins privilégiés des grands événements du XXe siècle. C'est le dernier chef d'État à avoir participé à la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il faut se souvenir qu'elle a été jeune sous-lieutenant dans les forces auxiliaires terrestres, qu'elle a non pas combattu, mais qu'elle a conduit des ambulances, conduit des camions, etc. Et ça rappelle un très glorieux passé à tout le Royaume-Uni. De la Deuxième Guerre mondiale à l'épidémie de Covid-19, en passant par bien d'autres événements, parfois tout de même plus joyeux, la souveraine était devenue un point de repère pour les Britanniques. Pour la Grande-Bretagne, c'est vraiment effectivement un port dans la tempête, un phare. Elle a, à tous les moments de l'étape de la vie de la Grande-Bretagne récente, été acteur de cette histoire. Elle a même été celle qui a anobli les Beatles. Le règne d'Elisabeth II est le deuxième plus long de toute l'histoire des monarchies. Le record est toujours détenu par Louis XIV. Voilà, toujours détenu par Louis XIV pour ce qui est du record. Est-ce qu'il y a un ou une première ministre anglaise qui vous a marqué ? En bien ou en mal ? Ah bah c'est facile en mal. Hein. En mal, Tony Blair. Tony Blair. Non, pas Tony Blair. Margaret Thatcher. Ah non mais je laisse répondre. Thatcher, c'est évidemment, c'était un monstre cette femme. Elle était écœurante. Je me rappelle, bon, je sais pas si vous vous rappelez de ça, certainement pas, mais Bobby Sands qui meurt de faim en prison parce qu'il fait une grève de la faim, le laisse mourir, l'Irlandais.
J'en souviens de la méthode Thatcher par rapport à l'ultralibéralisme, où la moitié de l'Angleterre vit dans une pauvreté monumentale. C'est une époque d'ailleurs où l'Angleterre était extrêmement... Enfin, les quartiers, c'était la drogue partout, c'était une horreur. Non, Thatcher, je crois que c'est un des personnages les plus détestables de tout le royaume d'Angleterre, j'ai envie de dire. Elle a quand même conduit pas mal de guerres, c'est elle qui a fait les Malouines, mais pas seulement. Elle a aussi participé à la guerre du Golfe, elle a fait beaucoup de... C'est une femme qui était extrêmement violente sur un plan social, sur un plan politique, qui faisait pas de concessions, qui était une amoureuse de Reagan, qui était dans le même modèle d'ailleurs. Non, Thatcher. Alors le meilleur peut-être. Le meilleur. Ouais. Alors moi je réponds. Je serais assez d'accord avec Gabal sur le côté ultra-libéral de la Dame de Fer, qui n'a pas été... Renaud en avait fait une chanson. La première ministre de la plus emblématique d'une Grande-Bretagne résiliente, une Grande-Bretagne qui recouvrait sa pleine capacité économique. Je dirais à peu près la même chose, mais en étant un peu plus mesuré sur Tony Blair, qui lui a été suiviste et de George Bush dans ses opérations extérieures, notamment en Irak, en prêtant le flanc. Certains l'appelaient le caniche. En prêtant le flanc à des fausses accusations qui nous ont amenés à intervenir en Irak. Ouais, paradoxalement, je vais vous dire, pour moi, le meilleur Premier ministre qui est connu, Elisabeth II, c'est Winston Churchill. Il faut quand même avoir à l'esprit que Winston Churchill, né en 1874, Liz Truss, né en 1972, un siècle de vie, et donc du coup, Winston Churchill est l'exemple de la Grande-Bretagne qui résiste, d'une Grande-Bretagne qui renaît, d'une Grande-Bretagne qui se tourne vers l'Europe. C'est en 1948 que Winston Churchill lance l'idée des États-Unis d'Europe, donc avec ce grand dessin, ce grand plan, cette volonté de s'arrimer au continent. Ou le rideau de fer qui est lancé par lui, c'est lui qui le nomme. Et je crains que les premiers ministres qui l'ont succédé soient plutôt revenus vers l'Atlantique. Ouais, donc je dirais pour moi, le Premier ministre qui est le plus en corps ou le plus en capacité d'être un allié de l'image que l'on se fait d'une Europe continentale, d'une Europe en cohésion, c'est Winston Churchill. Parce qu'il y avait la reconstruction, le plan Marshall, la nécessité d'être solidaire face à une catastrophe vécue par une bonne partie de l'humanité. Bon, j'avoue que Liz Truss, pour l'instant, se présente très mal, notamment dans le discours qu'elle a eu. C'est une thatcheriste un peu, non? Oui, mais c'est surtout une anti-française. Elle a été très claire en disant, quand un journaliste a posé la question l'été dernier, alors qu'elle était en campagne, pour vous, est-ce que la France et la Grande-Bretagne sont nos amis? Elle a dit, il faudra juger sur pièce. Non, franchement, ça fait quand même 2 siècles. Elle était anti-monarchie d'ailleurs. Ça fait 2 siècles qu'on ne sait plus la guerre. Oui, au début, elle était républicaine. Républicaine, donc anti-monarchie. Enver, tu es d'accord là-dessus sur le mauvais Premier ministre et le meilleur sur ce qu'a dit, ce qu'ont dit tes camarades? Winston Churchill, historiquement parlant, parce que j'ai suivi mes cours d'histoire et que j'ai essayé d'être un bon élève et que j'adore l'histoire. Ouais. En revanche, générationnellement parlant, je dirais que celui qui a marqué mon époque, c'est Tony Blair. Moi je suis dans la quarantaine, mais au-delà de la politique internationale, il y a quand même eu une politique intérieure qui était dans un premier temps intéressante parce qu'il avait installé donc ce salaire minimum. Mais malheureusement après ça a failli parce que très rapidement il est redevenu un capitaliste comme c'était prévu comme beaucoup. Je dirais que Tony Blair, ça reste quand même quelqu'un qui a permis culturellement qu'à un moment donné il y ait moins de clivage ethnique entre les populations britanniques. Il y a les accords de Belfast à son crédit. Ça, et quand je dis moins de conflits ethniques, c'est parce que si tu regardes bien, en France, on a cette espèce de côté où on se dit mais pourquoi il n'y a pas plus d'Arabes, pourquoi il n'y a pas plus d'Asiatiques ou de Noirs dans les médias? Et il se trouve que c'est sous Tony Blair où on a commencé à avoir un peu plus justement de mixité. On a cette espèce de côté où tu vas avoir dans Robin des Bois, tu sais pas pourquoi, mais un des compagnons de Robin des Bois qui est noir, ou même Robin des Bois qui est de couleur assez basanée, comme s'il était du sud de l'Europe. Donc c'est intéressant. Je ne pourrais pas dire si on vient ou mal, mais en tout cas, il a marqué ma génération. Moi, j'aime bien placer une, justement. Je rajouterai une à qui on a malheureusement fait un mauvais procès d'intention parce qu'elle s'est trouvée au mauvais moment, c'est Theresa May. Theresa May qui était une très bonne Premier ministre, et malheureusement,
retrouvée obligée de défendre une position qui n'était pas la sienne. Exactement. De négocier avec l'Union européenne qu'elle ne voulait pas quitter. Et donc, elle s'est vraiment retrouvée dans la situation de l'avocat du diable. Et donc, je crois qu'il faut lui rendre un peu hommage parce que ça a été une excellente première ministre. Moi, j'ai envie de dire un truc pour rire un petit peu par rapport à Churchill, parce qu'on aime Churchill pour son rôle historique. Il a été extrêmement... C'était un sanguin quand même. Il faisait la guerre, il n'y a pas été à moitié. Mais il a compris le nazisme très vite et très tôt. Il ne faisait pas confiance. Il était très seul. Il revenait très loin avant d'arriver au pouvoir. Et il va être viré très rapidement du pouvoir après la guerre, ce qui est très surprenant d'ailleurs. Mais Churchill, ce que j'aimais chez lui, c'est ses mots. C'était un intellectuel, c'était un artiste d'ailleurs, il dessinait et peignait. Et une fois, il y avait une femme qui l'avait interpellé dans la Chambre des Lords et qui lui disait « Si j'avais été votre femme, j'aurais empoisonné votre café. » Vous savez ce qu'il a répondu ? « Si j'avais été votre mari, je l'aurais bu. » C'est vous dire le niveau des personnages. Excellent. Dans un instant, on va parler des relations franco-anglaises. Vous savez que la reine, c'est la France qu'elle a le plus visité dans toute sa vie. D'ailleurs, c'est le pays qu'elle a le plus visité, c'est la France. Apparemment, elle est venue le plus souvent. Alors, il y a eu des relations un peu tendues avec certains présidents. Elle n'aimait pas trop Hollande, elle n'aimait pas trop Giscard aussi. Elle appréciait beaucoup Mitterrand. Très bonne relation avec Mitterrand. Et Chirac, qui était surnommé le gaffeur. D'ailleurs, c'est Chirac, on en parlera dans un instant, parce qu'il y a eu un impair de commis. Alors, je sais pas si c'est Chirac ou Pompidou. C'était Sarkozy. Non. Il y en a un qui a touché la reine. Tous les Sarkozy. La main sur le dos, c'était Sarkozy. Non, l'effleurer la main en dîner d'État, c'est Chirac. C'est Chirac. Et Sarkozy lui a touché le dos. Je sais pas. En tout cas, il me semble aussi que Pompidou avait touché le bras de la reine aussi. Il y a plusieurs impairs. Tous les présidents impairs. Faut pas demander à des républicains d'être monarchistes, quand même. Ils sont un peu bourrins, quand même. Allez, dans un instant, on écoutera aussi les premiers mots de la nouvelle première ministre, qui vient juste d'être nommée avant que la reine ne meure. D'ailleurs, elle était parfaitement en bonne santé, dit-on, mardi dernier, dit-on, évidemment, où elle s'est entretenue quand même 1 heure avec Boris Johnson. En tout cas, elle a eu ces quelques mots à la télé hier soir. On écoutera aussi le président français qui s'est exprimé en anglais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, une vidéo qu'il a postée. Il parle couramment, contrairement à ce qu'il nous a essayé de nous faire croire lorsqu'il est reparti en Israël. Ne bougez pas. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Emmanuel Dupuis est avec nous, le président de l'IPS, qui est l'Institut de perspective de sécurité en Europe. Vous n'allez pas y arriver, Christophe. Prospective. La prospection. Non mais tu sais, quand tu as un truc dans le cerveau, ça va pas. C'est clair. Prospective de sécurité en Europe. Voilà. Enver de Santos, délégué territorial de la FEB, et Gamal Abina, fondateur du MDC, sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Alors, avant qu'on vienne un petit peu avec les relations avec la France, en écoutant les déclarations du président français en anglais aujourd'hui, également les déclarations de Madame la ministre des Affaires étrangères et européennes, Madame Colonna, hier sur BFM TV. On écoutera d'ailleurs que Madame la reine d'Angleterre parlait parfaitement le français. Vous le verrez, vous l'entendrez dans des sons d'archives. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être inquiet avec non seulement le roi Charles III, et Emmanuel le disait, qui n'a pas une cote de popularité à son summum, c'est le moins qu'on puisse dire, et est-ce qu'on va changer de méthode avec le roi Charles III ? C'est ainsi qu'il s'appelle donc. En Angleterre, est-ce qu'il faut s'attendre à un changement ? Non. Enver, tu dis non ? Non, parce que en vérité, si on parle de monarchie, il y a un quorum. Là encore, j'en parlais tout à l'heure avec Emmanuel et avec Gamal. La reine qui s'exprimait très rarement. Est-ce que lui va par exemple s'exprimer davantage ? C'est possible. Il va s'exprimer d'ailleurs ce soir. C'est possible, mais je ne pense pas qu'il va prendre de positionnement politique, si ce n'est ceux qu'il a déjà pris autour de l'environnement. Ensuite, pour les relations avec la France, il y a un quorum de la monarchie. Il ne se permettra pas de faire ce que Liz Truss a dit. C'est-à-dire, est-ce que la France est un pays ami ou ennemi ? Elle a répondu en tant que politique. Lui, en tant que monarque, jamais il se mettra à dos la République française. Non, mais sans parler de la France, est-ce que ça, par exemple, ce sera un roi plus présent que la reine qui s'exprimait que très rarement ? Je pense oui. Ouais. Je pense oui. Ça, en revanche, d'ailleurs, il s'exprimera ce soir, Emmanuel, à la télé, Charles III. Il y a quand même un exemple de ce que pourrait être la dialectique ou la rhétorique de Charles quand il s'est opposé, et je crois qu'il a eu raison, au renvoi de migrants aux Rwandais. Et donc là-dessus, il a fortement courroucé à l'époque le Premier ministre Boris Johnson, qui a dit que c'était pas un Premier ministre, que c'était lui qui gouvernait et que c'était pas au roi de s'exprimer. À la monarchie de s'exprimer. Ouais. Je crois que c'est un homme de conviction et de caractère.
La reine l'était aussi, la reine avait fait la même chose quand elle s'était opposée d'ailleurs à un certain nombre de décisions qu'avait prises la Dame de Fer. Et la Dame de Fer lui a quand même rappelé que c'était elle qui gouvernait et que la reine, elle, n'était que la régnante. Mais c'est en ça que je pense qu'on ne pourra pas changer l'homme. Si tu regardes bien, il y a des images qui... C'est inscrit dans les textes. C'est inscrit dans les textes, mais tu regardes, il y a des images qui n'arrêtent pas de circuler en ce moment, au moment où Charles présente Lady Diana, paix à son âme, donc aux médias. Et elle dit, on lui pose la question, êtes-vous amoureuse ? Elle dit oui. Et lui, il répond directement du tac au tac, ça dépend de ce qu'on appelle l'amour. En fait, le gars est déjà dans une posture où il est dans une certaine forme de rébellion de la parole. C'est-à-dire qu'on lui dit, tais-toi, marie-toi avec Lady Diana. Le gars était déjà en mode, non, je dis ce que je veux. Donc, il s'est marié, mais ensuite, il est le premier monarque anglais à divorcer et à assumer le remariage avec son ancienne amante. Donc, moi, je pense qu'il ne tiendra pas sa langue, qu'il le fera dans un certain quorum monarchique, mais clairement, je pense qu'on va avoir une autre forme de roi. La première ministre Liz Truss qui a eu ses premiers mots hier à l'annonce de la mort de la reine d'Angleterre à l'âge de 96 ans. Le décès de Sa Majesté la Reine est un choc pour le pays et pour le monde. La reine Elisabeth II était un fondement sur lequel le Royaume-Uni moderne avait prospéré. Le Royaume-Uni est le grand pays qu'il est aujourd'hui grâce à elle. Elle a accédé au trône juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle a défendu le développement du Commonwealth, qui comptait 7 nations au début et 57 par la suite. Aujourd'hui, nous sommes une nation prospère et dynamique. La reine Elisabeth nous a fourni la stabilité et la force dont nous avions besoin. Elle était l'esprit du Royaume-Uni et cet esprit perdurera. Elle a été notre monarque qui a régné le plus longtemps. Elle a régné avec une grâce et une dignité pendant 70 ans. Sa vie de service dépasse la mémoire de la plupart d'entre nous. Elle a été aimée et admirée par le peuple britannique et du monde entier. Elle a été une personnelle pour moi et pour de nombreux Britanniques. Son dévouement pour le service est un exemple pour nous tous. Plus tôt cette semaine, à 96 ans, elle était encore déterminée à exercer ses fonctions lorsqu'elle m'a désigné en tant que 15e première ministre. Pendant toute sa vie, elle s'est rendue dans plus de 100 pays. Elle a touché la vie de millions de personnes dans le monde. Incroyable quand même ce vibrant hommage là. C'est normal. Ouais. Assez minimum quand même si elle ne rend pas un hommage de cette taille-là. C'est marrant qu'elle dit qu'elle l'a beaucoup inspiré alors que... Bon. Non, c'est pas ça, c'est du baratin. Mais elle est obligée le système anglais est très protocolaire. On ne peut pas se permettre de faire des écarts de langage. Ouais. On ne peut pas se permettre d'outrepasser sa fonction. Elle a une fonction de Premier ministre, elle doit respecter les us et coutumes. Ouais. Et surtout, quelle serait cette Premier ministre qui critiquerait ou même qui aurait un hommage en demi-teinte? Elle serait tout de suite décriée par la population. Il ne faut jamais oublier la popularité de la reine d'Angleterre. C'est pas rien. Elle est populaire dans les frontières anglaises, mais au-delà même. On va voir la taille de l'hommage qui va être rendu. Ouais. C'est un personnage historique qui est considérable. C'est un personnage qui a compté. C'est un personnage qui a refondu la relation avec ses colonies, qui a refondu la relation avec certains pays. Alors c'était évoqué pour une Nkrumah, mais c'est pas rien. Donc je pense effectivement que même cette première ministre qui est pas vraiment royaliste, elle ne peut pas s'autoriser au moindre écart de langage. C'est impossible. Macron l'a rencontré ou pas, la reine d'Angleterre? Oui, a priori, oui, bien sûr. Lors d'un rassemblement du G7, il me semble. Ah oui. À l'occasion du G7 de 2018. Mais il n'y a pas eu de visite en France de 2019. Il n'y a pas eu de visite en France de la reine d'Angleterre. La dernière fois que la reine est venue en 2014. France, 2014. Oui. C'est ça. Alors justement, le président français a posté une vidéo aujourd'hui, ce matin en fin de matinée, après avoir réagi d'abord sur Twitter. Il a posté cette vidéo en anglais. Écoutez le président de la République, Emmanuel Macron, qui rend hommage à la reine d'Angleterre. Chers citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth, aujourd'hui, nous sommes tellement tristes. C'est avec grand chagrin que les Français ont appris la mort de Sa Majesté la Reine Elisabeth II.
Sa sagesse et son empathie nous ont tous aidés à trouver un chemin entre les hauts et les bas ces 7 dernières décennies. Avec son décès, nous sentons tous un vide. Des millions de personnes dans le monde entier ont découvert les images de son couronnement et ont été immédiatement captivés par ce jeune leader qui montrait déjà autant de force et de courage. Le courage d'une vie marquée par la guerre, puis le courage de transmettre d'un siècle à l'autre les valeurs de liberté et de ténacité. Ces mots rares mais puissants n'ont jamais manqué de dignité. Et cela en a fait le symbole constant du Royaume-Uni. Nous lui sommes reconnaissants de sa grande affection pour la France. Élisabeth II maîtrisait notre langue, aimait notre culture et touchait nos cœurs. Depuis son couronnement, elle a rencontré et parlé avec tous nos présidents. Aucun autre pays n'a eu le privilège de l'accueillir aussi souvent que nous. Et en elle, j'ai connu un grand chef d'État, un exemple unique de dévotion pour son peuple et un allié très proche. Avec elle, la France et le Royaume-Uni partageaient non seulement une entente cordiale, mais un partenariat chaleureux, sincère et loyal. Pour vous, c'était votre reine, mais pour nous, c'était la reine. Pour nous tous, elle sera toujours avec nous. Nous rappellerons et continuerons à respecter les valeurs qu'elle a toujours promues, la démocratie et la liberté. En ce moment si triste, nous transmettons nos condoléances les plus sincères à Sa Majesté le Roi, la famille royale, le peuple britannique et tous ceux qui aimaient la reine et à laquelle elle manquera. Voilà, le président français Emmanuel Macron qui a posté cette vidéo. Pour vous, c'était votre reine, pour nous, c'était la reine. Voilà la phrase d'Emmanuel Macron pour rendre hommage donc à la reine Elisabeth II sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron qui se rendra évidemment comme beaucoup d'autres présidents aux funérailles bien entendu qui auront lieu, on le disait, dans 9 jours maintenant. La méthode, les mots choisis par Emmanuel Macron pour rendre hommage à la reine d'Angleterre. Emmanuel, rien à dire ? Si. Ah. On attend la suite. Je l'aurais dit en français, franchement. Ah, mais ça, c'est pas... Je l'aurais dit en français. Après tout, la Grande-Bretagne se targue et elle a raison de s'honorer d'avoir une relation particulière avec le Commonwealth. Nous avons la francophonie. Nous allons d'ailleurs avoir le sommet de la francophonie cette année. Après tout, ça a été... À Djerba, en novembre, dernier week-end. 18 et 19 novembre. C'est pas encore tout à fait calé, mais enfin bon, c'est prévu comme tel. Je crois que ça n'enlève rien à l'empathie, au respect, à la dignité qu'un président français doit avoir vis-à-vis de la Grande-Bretagne. On s'est longtemps fait la guerre, on s'est longtemps rabiboché, parfois on a des sujets de divergence, la question migratoire, la propension à penser le monde d'une manière un peu plus continentale qu'atlantiste, notre relation à l'OTAN, notre relation aux États-Unis. Bref, il y a quand même des sujets de divergence. Le roi Charles, comme la reine Elisabeth, aimait la France. Enfin, le roi Charles va aimer la France, aime la France, et la reine l'a aimée. Enfin, il faut quand même rappeler qu'elle est venue avant d'être couronnée, en 1957. Elle n'avait que 30 ans. Non, 57, elle est déjà couronnée. Elle était déjà couronnée. Alors, 57, elle était déjà couronnée. 47. Elle est venue à 47. Elle avait 30 ans. Et ensuite... Et qui était le président à l'époque ? C'était... Hubert Vincent Auriol. Vincent Auriol, pardon. Vincent Auriol. D'ailleurs, elle a rencontré Vincent Auriol dans sa qualité de président, comme elle a rencontré son successeur René Coty et ceux qui ont suivi de la 5e République. Donc, elle a connu la 4e et la 5e. Ce qui est assez unique. Ouais. Donc bon, non, mais sur la forme du président...
C'est tout ce que tu as à lui reprocher, qui s'est exprimé en anglais, dans un anglais parfait d'ailleurs. Oui, enfin parfait, ça reste un peu... franchement. J'avais quelques intonations qui étaient approximatives, mais soit. Non, voilà, non, mais je rigole. C'est le président français qui parle le mieux anglais. Oui, ça va, par rapport à Mitterrand, par rapport à Chirac. Non, Chirac est excellent. Ne vous méprenez pas. Il a vécu en Angleterre. Oui, ne vous méprenez pas sur la critique. C'est une critique qui est une critique... aimable, une critique de circonstances. Oui, je crois que alors que nous devons affirmer ce qu'est la France, alors que la Grande-Bretagne affirme ce qu'elle est dans sa spécificité, eh bien, on aurait très bien pu le dire en français. Vous l'avez vous-même rappelé, Christophe, les souverains britanniques sont biberonnés aux Français. Oui, c'est ça. C'est ça. Et elle s'exprimait, on l'écoutera d'ailleurs dans un instant. Tous les percepteurs et d'ailleurs, futurs rois apprennent le français et parlent mieux français que nous parlons l'anglais. Et on peut expliquer pourquoi d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir que l'Angleterre, tu as parlé des guerres qui ont opposé les deux pays, ont été des guerres de conquête. Et Guillaume le Bâtard, qu'on appelait Guillaume le Bâtard... Au départ, il s'appelait Guillaume le Bâtard, devenu Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant. Non, c'est le terme pour dire qu'il n'y avait pas de... Bref, devenu Guillaume le Conquérant, va en Angleterre et va totalement imprégner la culture française en Angleterre, ce qui fait que ça explique le côté anglo-saxon, c'est qu'une partie de la langue anglaise est issue de la langue française directement et que le vocabulaire anglais, tu le sais, Chris, le vocabulaire anglais de qualité soutenue, c'est du français. Quand vous utilisez des mots de français en anglais, qui ont une origine française, c'est un vocabulaire soutenu. On peut même aller plus loin. La guerre de 100 ans ne s'est jamais terminée par un armistice ou un cessez-le-feu. Et encore officiellement, dans les titres de la reine d'Angleterre, il y a duchesse d'Aquitaine et duchesse de Normandie. Absolument. Est-ce que vous saviez que Madame Colonna, qui est la ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères, était apparemment ambassadrice en Angleterre? Apparemment non, elle a été. Elle a bien été. Apparemment, c'est ce que j'ai appris. Elle a réellement été ambassadrice. J'ai ouï dire. C'est ce qu'elle a dit, déclaré hier. Du coup, elle a rencontré la reine à plusieurs reprises. Voici son hommage de Madame la ministre des Affaires étrangères hier sur BFM. Ouais, c'est bon, quand on dit Guillaume le Bâtard, on n'est plus un. Non, Guillaume le Bâtard, c'est un titre, je n'invente rien. C'est plus on n'est plus un coup près, tout de suite. La ministre des Affaires étrangères, tout de suite. Tout le monde ressent une peine. Pour le Royaume-Uni, pour le peuple britannique, c'est un immense choc parce qu'une page d'histoire, de 70 ans d'histoire se tourne. Mais ça va bien au-delà, je crois, du Royaume-Uni. Et la France aussi, ce soir, est dans la peine et dans la tristesse. Ça a été une grande souveraine, une femme de devoir qui a incarné son pays, qui a incarné son peuple, qui a incarné l'unité de la nation. Et toujours avec justesse, avec sens du devoir, avec grâce et parfois avec humour. Quelqu'un... qui était particulièrement attachant pour tous ceux qui ont pu l'observer. Et moi-même, bien sûr, comme ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni, je partage tout à fait les sentiments que le président a tenu à exprimer ce soir en notre nom à tous. Alors, quel souvenir plus personnel vous gardez de la reine que vous avez rencontrée comme ambassadrice ? Vous savez, on ne rencontre pas la reine tous les jours, mais j'ai eu la chance de lui remettre mes lettres de créance. Je lui avais été présentée plusieurs années auparavant dans d'autres fonctions et je l'ai vue pour la dernière fois au mois de mai à Windsor, pour le Windsor Royal Horse Show, où nous avions pu faire venir la garde républicaine d'ailleurs. Donc c'était une dame déjà âgée, mais qui était passionnée par les chevaux. C'était sans doute son dernier amour, sa dernière passion. Et à la suite de ce grand spectacle annuel auquel avait pu participer la garde républicaine, eh bien, le président de la République, la France, donc, avait offert l'un des chevaux de la garde républicaine à la reine, qui a pu en prendre possession. Je suis sûre qu'on lui a fait un immense plaisir en faisant ça. Madame la ministre... Voilà, pour ce qui est donc de Catherine Colonna, donc pour parler de cet hommage, donc on a appris que le président de la République avait offert un cheval de la garde républicaine à la reine d'Angleterre. Ça coûte pas cher. Emmanuel, vous le saviez ça? Bien sûr. Ouais. Il sait d'où, il est informé. Elle aimait beaucoup les chevaux. Et ça fait partie du protocole diplomatique. À chaque visite d'État, ou à l'occurrence là le jubilé, on offre quelque chose. Le président Giscard d'Estaing s'est vu offrir un chien. Il aimait beaucoup les diamants d'ailleurs. Oui, c'est un autre empereur. C'est un autre empereur. Absolument. Alors, on le disait, donc la reine d'Angleterre, Elisabeth II, je vous propose de réécouter une visite d'État qu'elle avait effectuée en France, donc en 1962, je crois, reçue par le président Pompidou.
Et vous allez voir qu'elle s'exprime parfaitement en français. Écoutez. Monsieur le Président, je vous suis très profondément reconnaissante de votre accueil et de la réception si chaleureuse que vous-même et le peuple de Paris nous avez réservée. Ces instants, fort émouvants pour nous, témoignent aussi de façon significative de l'épanouissement des relations entre nos deux pays. Je suis venue vous exprimer l'amitié de mon peuple pour la France. En un moment où, partant de nos passés distincts, nous allons à la découverte d'un avenir commun. Il y a 15 ans, en avril 1957, nous nous trouvions, mon mari et moi, dans ce même salon. C'était le début de notre dernière visite, dont nous gardons tant d'agréables et lumineux souvenirs. La France nous avait ouvert son cœur et nous avait séduits par sa courtoisie et ses charmes éternels. À cette époque, vous balanciez au seuil de la grande association européenne, comme nous-mêmes aujourd'hui. C'est donc avec une satisfaction toute particulière que nous revenons vous voir en cette heure décisive de notre propre histoire. Nous sommes de vieux amis qui se lancent ensemble dans une entreprise nouvelle. Nous nous faisons une joie d'admirer de nouveau les splendeurs de la civilisation française et de voir comment la France fait face aux problèmes toujours plus complexes de la vie contemporaine. Je forme le vœu, Monsieur le Président, que notre voyage aide, autant qu'il se peut, à souligner combien est essentielle l'alliance de nos génies nationaux pour la prospérité de nos deux peuples et pour le plein accomplissement de leur destin au service de l'Europe et par-delà l'Europe, au service de l'univers. Magnifique anglais, français, hein. Impeccable, oui. Impeccable. Ouais. Voilà, c'était en 1972, reçu par à l'époque le président Pompidou. Donc elle s'est exprimée en un parfait français. Et vous vous souvenez peut-être aussi, lorsque le général de Gaulle s'est rendu à Londres, reçu par la reine Elisabeth. Écoutez ces mots qu'elle avait eus à l'époque pour le général de Gaulle, qu'elle appréciait apparemment beaucoup. Monsieur le Président, je lève mon verre à la grandeur et au bonheur de la France et de la communauté. Madame, je bois à la prospérité du Royaume-Uni et du Commonwealth. It is a great pleasure for me to welcome you. C'est un grand Madame plaisir pour moi today. de vous accueillir, vous et Madame de Gaulle, à Londres aujourd'hui. I am sure that Je your suis reception sûr here que l'accueil by the que vous people of réserve le Britain peuple britannique will give you ample proof vous donne une of the preuve satisfaction sensible and joy de la satisfaction et de la joie inspired by your qu'inspire presence votre among us. présence parmi nous. You come here today, Vous arrivez ici aujourd'hui, almost 20 years presque 20 ans after your après votre historic appel call historique du of 18 June juin 18, 1940. 1940. That call Cet appel matched the speeches était à of la our mesure des great discours de leader, notre grand chef d'alors, Sir Winston Churchill. For generations to come, Pour les générations futures, what you both then said ce que vous avez dit tous deux alors inspirera les peuples libres dans les moments difficiles. Then, Alors, although in your own words, bien que selon vos you propres were paroles, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'océan qu'il prétendrait franchir à la nage. You did not hesitate. vous n'avez pas hésité. From amongst us in this ancient capital of London, Parmi nous, dans cette vieille capitale de Londres, for France, vous avez parlé pour la France et à la France. you have come again to see us, Vous êtes de nouveau parmi nous, long absence, après une longue absence, and you are doubly welcome. et vous êtes doublement le bienvenu. First, D'abord, because you are head parce of que the vous êtes le French chef de state, l'État français. and second, Ensuite, because you are parce que vous êtes le général de Gaulle, our friend. notre ami, aujourd'hui, As you were in comme vous l'étiez en 1940, 1940. the incarnation L'incarnation of de that cette France, dont l'esprit est indomptable and whose soul will et dont never die. l'âme ne cédera pas.
Voilà, la reine d'Angleterre donc, qui recevait donc, le général de Gaulle, son ami, l'ami des Anglais, avait-elle dit. Évidemment. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire. On peut rajouter un élément bien sûr, bien sûr. Quand même pour temporiser un peu. Oui, certes, le général de Gaulle était l'ami de la Grande-Bretagne. Enfin, c'est quand même le général de Gaulle qui a empêché la Grande-Bretagne de rentrer dans l'Union européenne. Absolument. C'est pour ça que le premier discours que vous avez diffusé est important. C'est avec la mort du général de Gaulle, l'arrivée au pouvoir de Pompidou, en 1973, que la Grande-Bretagne, qui exigeait de rentrer dans l'Union européenne depuis 1957, a pu le faire. Ouais. Donc, bien sûr, le général de Gaulle était un ami de la Grande-Bretagne appréciait beaucoup le général de Gaulle. Mais le général de Gaulle a toujours... Pas toute la Grande-Bretagne. Le général de Gaulle a toujours pensé que la Grande-Bretagne des années 50, c'était un peu le 50e à l'époque État américain. Absolument. Donc, bien sûr, une amitié franche, honnête, courtoise, mais quand même, la Grande-Bretagne et Londres, c'était quand même étaient plus proches de Washington que de Bruxelles ou Paris. Il ne faut pas oublier les coups de crasse quand même des Anglais qui étaient pas mal par rapport à De Gaulle. On prend un exemple très concret, la question de Yalta, où il n'est pas convié. Les négociations... ça, c'était plutôt les Américains. Hein. Oui, Américains, ils sont d'accord tous les deux là-dessus. Churchill n'aimait pas De Gaulle, on sait très bien. Il l'avait mis dans un placard. Il faut se rappeler quand même ce qui s'est passé. C'était vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose que De Gaulle puisse arriver à la tête de l'État français, parce qu'il était vraiment pas aimé par les Américains, c'est vrai, et pas seulement. Les Anglais lui ont sabordé la cloche. Donc c'est vrai que le rapport que De Gaulle a, c'est un rapport cordial avec la reine d'Angleterre, mais pas avec les autorités anglaises à ce moment-là. Il n'en veut pas, et c'est bien de le rappeler. Il ne veut pas les voir en Europe, il considère effectivement que c'est un élément américain avancé, une base avancée américaine, et qu'ils n'ont absolument aucun intérêt avec les Européens, c'est évident. Ouais. Je rappelle qu'en 1966, on a viré 100 000 soldats américains du territoire national. Absolument. Et britanniques aussi. Hein. Là-dessus, sur ce qu'on vient d'écouter, peut-être un commentaire à faire pour en terminer sur la reine d'Angleterre et sur sa disparition à l'âge de 96 ans. Je dirais que j'ai pas grand-chose à rajouter, parce que bon, c'est vrai que mes compatriotes sont des experts politiques. De toute façon, on s'expliquera après, je m'occuperai de ton chien. Mais blague à part, en fait, c'est vraiment... et là, vraiment, je pense que le décès de la reine d'Angleterre est quelque chose d'assez particulier pour le monde entier, parce que justement, elle a marqué les époques. Et... moi, personnellement, je sais que ça m'a marqué parce que, voilà, je voyais la reine d'Angleterre à travers les yeux d'une Anglaise, feu ma compagne. Et c'est vrai que j'ai vécu à Londres également, et sur le coup, c'est vrai qu'à un moment, le respect qu'elle avait pour la reine était à tel point que... tu ne pouvais pas dire de mal de l'Angleterre, mais surtout de la reine, en fait. Tu pouvais dire du mal de l'Angleterre, pardon, mais pas du mal de la reine. Fallait la respecter, parce que, justement, c'était une institution. Il ne s'agit pas du côté... les gens avaient peur. C'était vraiment le respect. Oui, mais là, c'est plus marqué encore. C'était vraiment autre chose, parce qu'on a connu justement dans les livres d'histoire, moi je l'ai appris quand j'étais à l'école, le fait que il y avait des rois anglais qui étaient honnis et qui on avait envie de buter. Mais là, beaucoup ont été butés par beaucoup. Mais pour le cas de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, vraiment, elle était vraiment infiniment respectée. Bon. Et parle-moi encore comme ça, moi je te dis, on va sortir, mec. Très bien. Un dernier point pour aborder dans ce qu'a dit Enver tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire en Grande-Bretagne. On critique le conservatisme britannique. C'est quand même une première ministre conservatrice, Liz Truss, qui a nommé 3 ministres issus de diversité. C'est ça. Le ministre des Affaires étrangères, le State Department est originaire de Sierra Leone. Le ministre des Finances est originaire du Ghana. Voilà. Ou le maire de Londres. Ou le maire de Londres qui est pakistanais. C'est ça. Donc, parfois, ils ont un peu des leçons à nous donner. Oui, largement. Moi, j'allais dire un truc. Simplement, c'est que la reine d'Angleterre, on l'oublie aussi souvent, c'est que c'est la reine de l'église anglicane. L'église anglicane, c'est la responsable de l'église. Donc ça signifie que la question de la laïcité ne se pose pas en Angleterre parce qu'elle est garantie par l'État. De fait, il n'y a pas de tension depuis longtemps religieuse. Et puis simplement, les Anglais ont un terme qu'ils utilisent tout le temps et qu'on connaît tous, c'est God Save the Queen. Maintenant, God Save the Queen, ouais. Absolument. Et aujourd'hui, effectivement, elle est morte, on dira God Save the King, effectivement. Et c'est tout un pan de l'histoire. Et The King, Gamal reste avec nous? I'm gonna leave you because I have to work. Il est trop impertinent. Ah ouais, t'es trop impertinent. J'ai du travail, mes amis. Par contre, j'ai bien rigolé. On peut juste dire un truc sur De Gaulle après ou pas? Oui, après la pub, rapidement. C'est rare d'après. Gamal dort, merci. Au plaisir, mes amis. Ciao. T'as vu, mais il dort. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Emmanuel Dupuis. Attention, je vais le faire là.
président de l'IPS, Ouais. l'Institut de prospective de sécurité en Europe. Bravo. On y arrive toujours vers la fin. Bravo. Voilà, merci. Enver de Santos, délégué territorial de la FEV. Et Mam aussi qui nous a rejoint. Salut Mam, t'as pris la place de Gamal. Salut à toutes et à tous. Ça va et t'as pas laissé trop de porcheries, non? Ça va? Non, ça va. Je suis ailleurs en même temps. Je suis pas On voit bien qu'il est parti en même temps. Pas à la même place. C'est parti, oui, effectivement. Mam, on t'a pas écouté là-dessus, donc sur la reine d'Angleterre, qu'est-ce que t'as rajouté sur tout ce que t'as entendu? T'es venu en tant que touriste aujourd'hui? Ouais, en tant que touriste. Écoute, j'avoue que quand je l'ai appris, j'ai zappé sur une mauvaise chaîne qui est C8. C8. Après avoir vu le meilleur forgeron sur C Stars, je raconte un peu ma vie, j'ai basculé sur C8 et j'étais en train d'entendre un des chroniqueurs qui est chroniqueur des stars, enfin des mondanités, un peu le Stéphane Bern jeune, je crois qu'il s'appelle Deckers, je crois. Ah oui, Bertrand Deckers, et il parlait justement de la fameuse procédure au cas où la reine Elisabeth était amenée à mourir. Et à ce moment-là, j'étais pas au courant que la reine Elisabeth était morte. Et par acquis de conscience, j'ai zappé sur BFM TV et c'est là où j'ai appris effectivement le décès de la reine Elisabeth. Et d'ailleurs, ça s'est fait de la manière suivante, c'est-à-dire que Cyril Hanouna reçoit un coup de fil en de direct Franck Apieto, du directeur de la chaîne qui lui apprend la mort de la reine. Absolument, donc, oui, bon, mais en même temps, je pense qu'il le savait effectivement. Ouais. Mais pour en revenir à reine Elisabeth, effectivement, c'est la perte d'un énorme repère. Tu sais, quand tu passes 41 années de vie, qui est la mienne, mais 41 années avec la même reine. C'est la seule monarque à avoir vu une quantité de présidents américains, quantité de présidents français, à avoir passé 7 décennies au service de la royauté britannique. Je pense que ça... C'est balèze. C'est balèze et ça inspire le respect. Et c'est vrai que ça va faire un énorme vide, surtout dans ce monde où ces sociétés qui se fracturent. Je crois que c'est la disparition d'un grand repère. Voilà. Emmanuel, un dernier mot, tu voulais dire un truc sur le De Gaulle? Oui, juste un élément assez troublant et qui est important de contextualiser, c'est que le général de Gaulle était tellement fasciné par le modèle britannique qu'il avait même pensé à un moment réintroduire la monarchie. Et donc il avait... on y a échappé belle. Il était revenu, absolument, il était revenu de Londres avec l'idée que la France ne pouvait être gouvernée que par le comte de Paris à l'époque, Henri d'Orléans, qui est mort en 1999, et qui, entre 1940 et 1999, était donc le prétendant au trône de France. Général de Gaulle avait effleuré cette idée et ça lui est revenu à l'esprit au moment où il a dû quitter Paris en 1968 en disant que les Français méritaient un roi. Bon, voilà, Anecdote. on a tout dit en tout cas ou presque sur ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. C'est vrai que là les médias vont être focalisés là-dessus pendant 10 jours. Ça va être que ça, avec des documentaires en pagaille. Si vous permettez, pendant ce temps-là, on continue à mourir en Ukraine, il faut le rappeler. C'est ça, absolument. En France, j'ai l'impression même presque quand on fait des caisses. Ouais. Au Royaume-Uni, alors bon, la BBC, ils étaient préparés depuis des années à ce moment-là. Avec aussi la tenue de rigueur, parce que tous les présentateurs et présentatrices doivent être vêtus de noir. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs pour le présentateur qui avait annoncé la mort du... Oui, d'ailleurs, il y avait eu quelques remontrances. Hein. Absolument. Ouais, absolument. Alors, on va revenir en France, parce qu'on n'en oublie pas ce qui se passe ici. Est-ce que vous connaissez le CNR ? Oui, le Conseil de la Refondation, là. C'est ça. Oui, c'est un autre acronyme. Ouais. C'est le Centre National d'Entraînement au Rugby. Oui, et c'est un peu la loose pour le président Macron. Écoutez. Coup d'envoi aujourd'hui du fameux Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron, qui vise à débattre et trouver des solutions pour des enjeux du quotidien. Ça sert à quoi ? Mon avis, il n'y a pas grand-chose, pour être très honnête. Je pense qu'Emmanuel Macron, qui a bien senti que l'Assemblée nationale a été rééquilibrée par le vote des Français, a fait rentrer massivement le Rassemblement national, essaie de contourner le fonctionnement logique des institutions, que ce soit le Parlement français, le CESE, pour monter des gadgets. Qualifiée de truc ou de bidule par l'opposition, cette nouvelle instance est boudée par la majorité des partis politiques de droite et de gauche. Côté syndicat, seule la CFDT, avec Laurent Berger, a finalement choisi le dialogue. Les 12 qui ne sont pas là ont tort. Parce que quand on a un mandat pour représenter, parler, même venir dire qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas là, il ne faut pas après expliquer qu'on n'a pas été consulté, ou que c'est trop vertical, ou trop ceci, ou trop cela. Et une formule de bon sens qui dit que les absents ont toujours tort. Ça sent un peu la loose là, pour cette CNR, Enver, non ? Tu vois, bien que je ne sois totalement pas d'accord avec ce CNR, là, la phrase de Macron a du sens.
Ceux qui ne sont pas là, les absents ont toujours tort. À un moment donné, je reprendrai une phrase, le peuple a faim, donc à quoi sert le CNR ? Mais, encore une fois, ceux qui ne sont pas là. Oui, mais bon, on sent que le président Macron, Emmanuel, est un petit peu, comment dirais-je, désabusé vis-à-vis de ce qui se passe. Tout le monde le bout, ce fameux CNR. Heureusement, ce machin, ce truc qui sert à rien, qui est redondant, les acronymes ont été lancés. Le CNR, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Ça existe déjà. C'est Charles de Gaulle qui l'avait lancé. C'est là où se fait le dialogue entre la société civile, les corps intermédiaires. Alors il a beau jeu, le président, de dire que les absents ont toujours raison. Parce que quand il s'agit de proposer un débat avec les syndicats, avec la dite société civile qui en France a une peu de nébulosité, on ne sait pas vraiment qui représente la société civile, mais quand il s'agit de discuter avec les Gilets jaunes, avec les ONG, il ne les invite pas forcément. Ouais. Alors c'est un petit peu facile de dire d'un côté, vous avez tort de ne pas venir quand je vous invite, et quand les syndicats disent très bien que cela ne tienne, faisons des Grenelles, faisons des débats régulièrement, le président dit non, il n'y a pas besoin, ça c'est au Parlement. Donc il est il est cavalier dans la manière de justifier le CNR, et il est parfaitement cynique dans la manière, évidemment, de ne pas dire ce dont il s'agit vraiment. Le président, n'ayant plus de majorité, veut donner l'impression que le Parlement ne sert plus à rien. C'est plus le cas. Les Français l'ont voulu différemment. Les Français ont voulu rééquilibrer, et je crains que le CNR, en plus, le nouveau spin doctor, exprimons-nous en français, le nouveau directeur de la communication de l'Élysée a beaucoup à faire. Il se trouve que j'étais en plateau sur LCI au moment où on montrait les images. Et quelle image montrait-on ? On montrait le président avec un petit tréteau bleu, blanc, rouge, et derrière, 30 personnes sur un immense terrain de rugby. Je rappelle que le CNR, c'est le Centre national d'entraînement au rugby. Ça donnait l'impression que ce machin n'intéresse que les conseillers parlementaires et les conseillers politiques pour essayer de sauver la baraque qui, malheureusement, depuis les dernières élections, est défavorable au président. Mais n'est-ce pas le cas de la politique en général ? Elle n'intéresse plus personne, en fait. Elle peut d'autant moins intéresser... Le CNR peut d'autant moins intéresser les Français qu'il est dirigé par François Bayrou. Ouais. Rien que ça, c'est déjà la mort du projet. Ça en dit long. Ça en dit long, et ça va être très long. Surtout avec Bayrou. Ça sent la loose, quoi, le truc, la CNR, là, ça sent vraiment la loose. Et puis, en plus, quelle est la crédibilité d'Emmanuel Macron de fonder le Conseil national de la refondation, alors que politiquement, il a refondé à lui tout seul le paysage politique français en éliminant tout le monde et en faisant qu'il n'y ait qu'un seul groupe. En plus, son groupe s'appelle Renaissance. On les compte. Il faut refaire, tu vois. Et lui, il a déjà rejoué le match, il a gagné. Il faut refaire ce que lui-même a défait. C'est un peu ça, oui. Ouais, c'est ça. Il a détricoté, il faudrait le retricoter selon ses propres doléances. Alors, dernier point, sans monopoliser la parole, quelle insulte pour le précédent exercice, les cahiers de doléances, souvenez-vous, après les Gilets jaunes, il était allé à Canossa, il avait lancé les grands débats nationaux avec déjà les mêmes mots, écrivez, participez. On n'en a rien fait. Ouais. Le CNR donne l'impression que on redémarre à zéro. C'est ça le pire. On discutait avec Anne Vert. Les Français en ont marre de l'impression qu'il faut tout recommencer à chaque fois que ça ne se passe pas selon l'aspiration de celui qui est au pouvoir. Ça, c'est parfaitement antidémocratique. Ce CNR est parfaitement antidémocratique. Sinon, j'ai un mea culpa, celui de l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran. Sur les masques, nous nous sommes trompés, ni plus ni moins. Le mea culpa d'Olivier Véran dans un livre qui sort aujourd'hui, dans Par-delà les vagues. Il affirme qu'il n'a jamais cherché au début à cacher la pénurie de masques. Il confie également avoir été soumis à un stress permanent lors de la première vague en 2020 et avoir touché du doigt le burn-out. Mesquine quoi, Enver. Mesquine, Olivier Véran, il a touché le burn-out. S'il a vraiment touché le burn-out, pourquoi est-il resté pour être porte-parole du gouvernement ? Il aurait pu faire comme M. de Normandie et prendre un peu de recul. Donc c'est bien gentil. Non mais c'est se foutre de la gueule du monde un peu là, non ? Mais totalement, il y a toujours autant de personnel de santé qui malheureusement sont en difficulté. Il y a toujours autant d'hôpitaux qui ont des chambres et des lits qui sont enlevés. Donc à un moment donné, la situation n'a pas changé. Ce qui aurait peut-être été tranquille, ça aurait été qu'effectivement la crise continue pour qu'ils puissent vraiment faire un burn-out et se rendre compte que malheureusement il y a deux mondes. Il y a le sien et celui de ceux qui font vraiment un burn-out parce qu'il n'y a aucun moyen. Oui, les burn-out, c'est pour vendre son livre, Emmanuel ?
Oui, moi je trouve ça assez mesquin en fait, cette sortie. J'allais dire pauvre chose, pauvre petite chose. Le ministre de la Santé est resté ministre de la Santé. Il aurait pu, comme le dit Anne Vert, démissionner parce que s'il s'en était rendu compte, ça fait quand même plusieurs années, en l'occurrence 3, ça fait beaucoup. Il se trouve qu'il fait cette sortie alors que son livre va sortir. C'est un contexte particulier. Et puis surtout, si vous écoutez bien ce qu'il dit, autant il se déresponsabilise, mais ça ne veut pas dire qu'il ne responsabilise pas ses prédécesseurs, en disant que c'est leur faute. Oui, c'est ça. Donc c'est effectivement assez mesquin, et c'est assez crasse, en fait. Moi je trouve, en tous les cas, qu'il devrait être interdit pour un ministre de sortir un livre... Durant son mandat. Mais bien sûr. Non, mais parce que là, c'est indécent, là. C'est indécent. Parce que quand on connaît la situation de l'hôpital sous tension, encore jusqu'à aujourd'hui, mais en tension particulière pendant cette période de Covid, l'humiliation constitue de créer un livre sur un storytelling Olivier Véran. Voilà. Ah ben j'ai touché du doigt le burn-out. Tu penses que les milliers de personnels hospitaliers n'ont pas frôlé le burn-out? Ils les ont déjà eu depuis très très longtemps d'ailleurs. Tu vois? Donc moi je trouve que c'est vraiment, comme l'a dit Emmanuel, c'est mesquin, c'est petit, c'est vraiment pas à la hauteur, quoi. Et surtout qu'il est toujours ministre. J'avais oublié ce point. Et vous avez raison de le mentionner, il est toujours ministre en exercice. C'est-à-dire que moi, un ministre n'a pas écrit un bouquin. Oui, absolument. Alors, en tous les cas, je lui souhaite une bonne année et surtout, comme dirait l'autre, la santé. Mais la prison. Ah non, surtout pas la santé. Qu'ils ne reviennent pas à la santé. Ah non, mais la santé, mais je fais le jeu de mots. Qu'ils ne reviennent pas au ministère de la santé. Alors, dans un instant, je voudrais vous faire écouter un truc assez hallucinant quand même. C'est à peu près dans le même exercice que notre émission, c'est-à-dire vous avez des chroniqueurs et vous avez quand même une chroniqueuse qui est avocate qui s'appelle Sarah Salman. Lorsqu'on parle des arrêts maladie, vous allez voir les mots qu'elle emploie. C'est extrêmement violent et choquant. Franchement, un des chroniqueurs qui parle comme ça, il revient plus. Je vous le dis tout de suite. Écoutez, dans un instant. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF avec Emmanuel Dupuis, avec Mam, avec Enver De Santos qui sont avec nous aujourd'hui. Juste un petit point important, on a oublié de dire un truc très important, que la reine d'Angleterre évidemment était dans plus de 100 pays. Et elle avait été notamment reçue par le roi Hassan II au Maroc. Elle avait connu d'ailleurs son père, Mohamed V. Et elle avait été en Tunisie avec Bourguiba, une belle rencontre aussi. Et reçue aussi en Algérie en 1980 par Chadli. À l'époque, acclamée, bien entendu, la reine en Algérie. Je peux rajouter qu'elle a aussi connu le roi d'Égypte Farouk, avant que Gamal Nasser ne se débarrasse de lui, qu'elle avait connu le roi Idriss avant que Muammar Kadhafi se débarrasse de lui, en Libye, et que effectivement, elle a connu la plupart des chefs d'État et de gouvernement avant et après la. Elle les a tous enterrés. C'est incroyable. Tous. Beaucoup, oui. Voilà. Alors tiens, il faut que je vous fasse écouter quand même. C'était un extrait de l'émission Les Grandes Gueules hier matin sur RMC et RMC Story. La chroniqueuse Sarah Salman, qui est avocate. On parlait un peu, pour illustrer un petit peu le propos, des arrêts maladie au sein effectivement de beaucoup de gens qui ont fait des burn-out, des vrais en l'occurrence, ou ceux qui sont en maladie pour diverses raisons. Voici la réaction de Sarah Salman. C'est choquant, écoutez. Moi, je savais déjà qu'on était dans une France d'assistés. Maintenant, je vois nous sommes dans une France de fragiles. Donc, je ne suis pas surprise par rapport à ça. Moi, ce que je vois aussi, c'est que moi, par exemple, je suis profession libérale. Je suis un peu hypocondriaque aussi. D'ailleurs, hier, j'ai toussé une fois. Je suis allée faire un test Covid direct. C'est-à-dire, voilà. Et pour... Non, mais c'est vrai. Moi, je tousse une fois, test Covid. Même à la pharmacie, elle me dit, pourquoi vous venez autant? Je dis, dès que je tousse, je viens. Bon. Moi, par exemple, profession libérale, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'être malade. Parce que même si je suis malade, j'ai rien qui tombe, je suis pas payée. Donc, il ne faut surtout pas que je sois malade. Donc, même si, il se trouve que je suis jamais malade. Donc, en fait, on est malade parce qu'on on est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paye qui tombe. Voilà pourquoi on est malade. Parce que un rhume, c'est quoi? C'est un rhume, une angine, et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Mes confrères profession libérale ne sont officiellement jamais malades. C'est-à-dire que je les vois en audience, franchement, parfois... moi. C'est pourquoi? Non, tu me laisses parler. Parfois, ils sont vraiment pas bien, ils sont à l'agonie, je les vois à l'écharpe, mais ils viennent quand même. Alors que quand ils ont la paye qui tombe... C'est pas forcément une bonne idée, parce que s'ils doivent plaider, ensuite... Il y en a qui plaident, c'est pas facile, mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils aiment leur travail, parce que c'est pas des faibles. Là, c'est un truc de... C'est quoi, c'est fragile, là? C'est quoi, c'est faible? C'est violent quand même, hein?
Parce que vous en pensez? J'ai qu'un mot, bouder son cabinet d'avocat. N'allez surtout pas voir cette avocate. Ouais. Non, ou alors sinon elle s'adressait à Olivier Véran. Je sais pas. C'est scandaleux. Et surtout, c'est le silence des journalistes derrière, des animateurs de l'émission qui disent qu'au bout d'un moment, t'es en train d'insulter tes auditeurs, de faibles, de fragiles, de glandus, Enfin, c'est au bout d'un moment, on va arrêter. Au nom de l'audience. Personne n'a répondu. Bah non, vous avez entendu l'extrait, je veux dire, personne. En tout cas, pendant ces mots absolument scandaleux qui ont été prononcés par cette chroniqueuse Sarah Selman. Bon, sinon j'ai le patron de Leclerc qui est énervé et qui dénonce un arrangement entre l'État et Total sur le prix du carburant. Vous savez que Total a fait une prime en plus de celle de l'État pour baisser le coût du carburant. Et Michel-Édouard Leclerc dénonce cet accord. Écoutez, c'était sur RMC au micro de Apolline de Malherbe. Mais les pouvoirs publics n'ont pas l'air de se précipiter non plus. C'est ce qui fait dire à tout le monde qu'il y a eu un arrangement entre Total et le gouvernement. En tout cas, je ne l'affirme pas, mais nous l'interprétons comme ça dans la distribution. Aucun distributeur ne peut, sans vendre à perte, faire le prix, cette remise de 20 centimes. Ceci dit, Total n'en vend pas beaucoup parce qu'il approvisionne pas beaucoup ses stations. Hein, donc il y a de nombreuses stations Total qui sont à sec voilà. Au moment où on se parle. Donc, moi, je cherche pas à régler mes comptes avec les fournisseurs. Quand je cite, c'est pour donner un exemple. Total, c'est une belle entreprise. On l'a fait dégager de Birmanie. Elle a été dégagée d'Iran. Ils ont foncé pour pas laisser aux Américains la place dans le permafrost russe. Ils doivent dégager maintenant. C'est compliqué. Il y a des salariés derrière. Je tire pas sur la boîte, qui en plus représente des intérêts français encore un peu. Et donc, mais par contre, il faut qu'on nous explique. C'est un problème de concurrence. Les petits pompistes, les syndicats de pompistes avaient crié au loup dès le mois de juillet. Et moi, c'est en train l'impression dans les que faits. je suis un petit peu tout seul. Vous êtes surpris là-dessus que Carrefour, que Super U, tout ça, disent pas la même chose? Non, ils disent la même chose. Simplement, le dire, c'est admettre qu'on est plus cher. Donc, ils me disent que je fais une faute tactique de communication, mais moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, j'estime que Leclerc a un rapport de confiance avec les consommateurs. Vous venez de nous dire, vous dites, je ne peux pas suivre. Les 20 centimes, je ne peux pas suivre. Dans les jours qui viennent. Ouais. Je me rattraperai après. Leclerc se rattrapera. Vous rattraperez après. Je vois votre petit sourire de celui qui va nous annoncer une grosse promo. C'est ça. Je suis désolé, avant l'été, je vous ai pas mis au parfum, mais voilà. Moi, j'ai un rapport de confiance avec les consommateurs. À titre personnel, j'incarne l'enseigne et notre marque, elle s'est faite grâce aux consommateurs français. J'oublie pas, ça me responsabilise. Et ça veut dire que là, dans les jours qui viennent, vous allez faire en sorte de pouvoir vous aussi faire la ristourne des 20 centimes. Pas dans les jours, mais j'attends la réponse de Total et on verra. Vous attendez la réponse de Total, vous espérez qu'ils vont vous fournir. J'ai écrit personnellement à Monsieur Pouyanné, j'attends qu'il. Vous avez écrit personnellement au patron et il a pas pris la peine de vous répondre. Voilà, donc pour Michel-Édouard Leclerc qui est un peu fâché, qui dénonce cet arrangement entre Total et... Michel-Édouard Leclerc qui est la reine d'Angleterre de la grande distribution. Ouais. Parce qu'il est là depuis des années à toujours dire les mêmes choses. Il en tire un très bon profit en termes de communication déjà dans un premier temps et puis peut-être plus si affinité. Mais je trouve que des fois, en fait, il ouvre des fois sa grande bouche un peu trop en avance. Il se calme pas trop un petit peu. Bon, c'est vrai que pour le carburant, il y a de quoi dire, effectivement. On est le pays d'Europe où on a le carburant le moins cher, Emmanuel, en ce moment. Et d'ailleurs, à tel point que c'est vrai que c'est nos pays voisins, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, incroyable, qui viennent s'approvisionner chez nous. En essence. Oui, enfin, tant que l'État met 30 centimes au litre, ça se terminera le 31 décembre. Après, on passera... Il sera obligé de prolonger. On passera à la caisse. On passera de 30 centimes à 0. Hein, ça va être autre chose. Je crois d'ailleurs, Christophe, que vous aviez tweeté il y a quelque temps la différence entre 23h59 et minuit 1 en Allemagne. 2,05, 2,40 40 centimes en 2 minutes. C'est exactement ce qui va nous arriver. Hein. C'est ça. Et ça va faire mal. Et en plus, dans un moment, j'allais dire, encore plus défavorable, c'est-à-dire que là on sera en plein dans les factures énergétiques, c'est-à-dire que l'électricité, le gaz, en plein hiver, le froid, en plein c'est hiver. Le 1er janvier. Voilà, le 1er janvier, ça va être notre cadeau de l'année 2023, voilà, a priori. Il n'y aura pas d'augmentation du SMIC. Dans un instant, et pour finir, j'aimerais qu'on évoque les 10 dernières minutes qui nous restent. Sommes-nous à un tournant du conflit en Ukraine ?
Emmanuel, question que... Pardon, je croyais que c'était... Non, dans un instant, bien sûr. Et je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. On t'a vu beaucoup sur les plateaux nous parler de ce conflit en Ukraine. Aujourd'hui, on a Poutine qui est sorti hier en disant personne n'arrivera à isoler la Russie. Il est en train de dire en fait que toutes les sanctions prises contre son pays, à savoir la Russie, se retournent contre ceux qui les ont prises. Somme toute, a-t-il raison? On en parle dans un instant, à tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous pour les 10 dernières minutes qui nous restent sur votre radio France Maghreb 2, le LGF avec Anne-Laure de Santos, avec Emmanuel Dupuis, avec MAM. On se souvient, Emmanuel, qu'au mois de février dernier, nous parlions de ce conflit, de cette invasion de la Russie en Ukraine. Et nous sommes au mois de septembre, et nous sommes toujours dans ce conflit, un conflit qui est amené à perdurer. Emmanuel ? Bah oui, hélas, premièrement parce qu'aucun des deux belligérants a intérêt à ce que le conflit se termine. Quand tu dis belligérants, c'est-à-dire alors, la Russie et l'Ukraine. Zelensky et Poutine. La Russie qui a envahi le pays, oui. Son voisin, l'Ukraine, le 24 février. Enfin, d'ailleurs, bien avant, puisqu'il faut remonter à 2014, pour le Donbass. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Premièrement, parce que la Russie a besoin, auprès de son opinion publique, même si elle est sous contrôle, de faire un bilan de ce qu'ils ont réussi à obtenir en 6 mois. Ce conflit est rentré dans le 7e mois, et pour l'instant, la Russie peine à garder les territoires qu'elle avait sous contrôle depuis 2014. Depuis maintenant quelques semaines, il y a des tirs sur la Crimée, donnant l'impression que les forces armées ukrainiennes peuvent désormais frapper la Crimée, ce qui n'était pas le cas entre 2014 et 2022, et février 2022. Deuxième élément, le président russe n'a eu de cesse de dire qu'il était intervenu dans le cadre d'une opération militaire spéciale, pour conquérir le Donbass. Il n'a pas conquis le Donbass, il n'a conquis qu'une partie du Donbass. La République autoproclamée, l'Oblast de Lugansk, quasiment 99%, et seulement la moitié de l'autre Oblast, Donetsk. Donc il a besoin, à un moment ou à un autre, soit de conquérir ces territoires, soit d'expliquer pourquoi il n'a pas réussi à conquérir ces territoires. Deuxièmement, la pression internationale reste forte dans un contexte très particulier. Il y a dans quelques jours l'Assemblée générale des Nations unies, où l'on va voir les amis de la Russie et ceux qui critiquent, ceux qui soutiennent la Russie. Donc il va y avoir un jeu assez subtil où un certain nombre de pays vont donner l'impression que désormais il faut forcer l'Ukraine à négocier, et désormais il faut dire à la Russie qu'il faut arrêter ce conflit. Du côté ukrainien, les armes occidentales arrivent de plus en plus, l'argent coule à flot, littéralement. Les États-Unis ont consacré pas loin de 10 milliards de dollars pour l'armement, près de 40 milliards pour les faux frais, l'administration et autres. Vladimir Zelensky estime qu'il faut 500 à 600 milliards de dollars. Il n'y a aucune raison que le flot ne se tarisse. Et en même temps, il y a des opinions publiques de nos États qui voient leur pouvoir d'achat rogné, le prix de l'essence augmenter, qui maintenant vont devoir s'habituer à être dans une économie de sobriété, pour ne pas dire une économie de guerre, et dont le soutien à l'Ukraine fléchit. Donc tous ces éléments me font dire que ça va durer encore, parce que les positions sont plus ou moins stables, militairement parlant, mais qu'à un moment ou à un autre, tout le monde aura intérêt, avant la fin de l'année, à négocier, pour une raison simple, c'est que l'hiver n'est pas propice à des grandes manœuvres militaires. Par contre, avant le printemps, si on ne renégocie pas, on repart pour une année supplémentaire. La France va faire intervenir des hommes sur place en Ukraine ? Ça dépend ce qu'on entend par faire intervenir des hommes. Elle a très certainement des hommes qui forment les forces armées ukrainiennes. Sur le territoire, je ne serai pas affirmatif. En tout cas, la France n'a pas vocation à intervenir en Ukraine. Il y a des marins qui partent, je te le dis. Il y a des marins. Oui, mais ils partent en Roumanie. Ils vont faire des exercices en mer, parce que j'ai rencontré cette personne il y a 2 semaines. Dans l'espace. Dans un mois, m'a-t-il dit, personnellement, on nous enverra en Ukraine. Non, ça je ne crois pas. C'est ce qu'il nous a dit. Ça, je ne crois pas. S'il s'agit bien des marins auxquels je pense, il s'agit de ce qu'on appelle la nation cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN, la Enhanced Force Protection. On a maintenant 1000 soldats français qui sont en Roumanie. Je reviens de Roumanie la semaine dernière, qui sont dans 2 bases, une à Constanța et une à Cincu, dans les Carpates. Oui, la France va progressivement passer de 500
à 700, désormais 1000, peut-être 1500. Mais pour l'instant, il n'est nullement question d'intervenir en territoire ukrainien. Un dernier mot, Emmanuel, là-dessus, avant d'écouter Enver et Mam. Sur les sanctions, Poutine, lorsqu'il dit vous n'arriverez pas à isoler mon pays, la Russie, et que toutes les sanctions que vous avez prises contre nous se retournent contre vous. Il a un peu raison, non ? Il a partiellement raison. Gazprom a gagné 156 milliards de dollars depuis le début de ce conflit. Ça veut dire que les sanctions... Donc on a voulu affaiblir Poutine, on l'a renforcé. On a enrichi. On a enrichi, oui, donc renforcer un peu. Renforcer, il faut quand même modérer le propos. Les sanctions ont eu quelques effets. Un effet très concret. Mais moindre, contrairement à ce qu'on espérait. Un effet très concret. Si on prive la Russie de microprocesseurs, elle ne peut pas les utiliser sur ses missiles. Donc la Russie dispose de moins de missiles. Ouais. Si les forces armées ukrainiennes disposent de matériel américain, otanien, de plus grande précision, ça veut dire qu'on détruit plus de matériel russe qu'avant. Est-ce qu'il faut craindre cette rencontre avec le président chinois là ? Il devrait se rendre en Russie. Non, il n'y a absolument rien à craindre. Il faut davantage craindre la Chine en tant que telle. En tant que telle. Enver, sur Poutine, sur ce conflit en Ukraine, sur les sanctions, sur tout ce qu'on vient d'évoquer. De ce que j'ai compris, et je pense que je suis assez d'accord dessus, c'est avec un effet sur le long terme. Les sanctions auront vraiment un véritable effet sur le long terme. Là, pour l'instant, effectivement, il se gausse parce que, il arrive à un peu restreindre le fonctionnement du reste de l'Europe. Mais sur le long terme, moi, je me demande vraiment si le peuple russe va réussir à... tout simplement continuer à vivre dans cette situation économiquement, dans la mesure où Gazprom, ça n'est pas le peuple russe, et je pense que le peuple russe va sans doute subir une forte inflation dans les mois à venir. Et je pense effectivement dans les mois à venir, parce que ce conflit va vraiment durer très longtemps, je ne l'espère pas, mais... Que veux-tu ? Les hommes et la guerre. Et les hommes avec un grand H, bien sûr. Mais c'est une guerre qui n'a aucun sens pour ceux qui meurent, qui n'a de sens que pour les dirigeants. Voilà. Ouais. Mam ? Écoute, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus, sauf sinon de dire que la guerre va durer très longtemps, à mon avis. Juste pour revenir sur ce que disait Emmanuel Dupuis tout à l'heure, sur la reine d'Angleterre, au moment de son couronnement, en juin 52, le 2 juin 52, la cérémonie de couronnement a été diffusée en Mondovision. Elle n'a pas été commentée par Léon Zitrone. C'est là, je te pose une question sur la Russie. Toi, tu reviens toujours en 1952 sur le couronnement de la reine. Oui, parce que j'aime bien être précis. Comment y échapper ? Et ça a été commenté par Pierre Tchernia à l'époque. Ah, d'accord. Léon Zitrone a commenté le mariage, effectivement, du prince Charles à l'époque et de Diana en juillet 81. Et je crois même d'ailleurs que le dernier enterrement qu'il ait fait, parce qu'il a fait beaucoup d'enterrements et de mariages, c'était c'était le roi Baudouin de Belgique. D'accord. En 93. Ah oui, en donc effet. Ça remonte un petit peu. Très bien. Bon, merci. Voilà, c'est bien. Non, mais qu'on ne quitte pas. On est loin de l'Ukraine. Mais non, mais c'est vrai, mais il faut terminer quand même avec un petit peu d'optimisme, un petit peu d'histoire, de secret d'histoire même. Très bien. Merci à vous trois d'être venus aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans une édition un peu particulière, un peu spéciale. Emmanuel, tu reviendras pour découvrir la nouvelle formule du LGF qu'on a mis en place depuis le 29 avec la battle notamment. Nous t'attendons. Il y a les gants de boxe quelque part. Oui, presque. Il y a déjà eu les gants de boxe. Nicolas Janotet nous avait ramené les gants de boxe. Je savais pas que c'était un boxeur, Nicolas. Il faut les garder ici surtout. Oui, c'est ça, il a raison. Il faut d'ailleurs faire des photos après chaque battle. Oui, c'est ça. Pour savoir qui gagne. Exactement. Qui a gagné la battle. Qui a gagné la battle. Merci Emmanuel, on va te voir ce week-end un peu sur les plateaux. Oui, vous allez me voir où ? Alors je regarde. Mais... Vas-y, donne-nous ton programme audiovisuel de ce week-end. Alors déjà, vous m'écoutez sur Africa Radio dans 10 minutes. D'accord. Ensuite, vous me voyez sur LCI demain. D'accord. Bien. Vous m'écoutez sur Europe 1 demain soir. Ah, très bien. C'est pas mal aussi. Et puis sur Medi 1, la chaîne du roi du Maroc. Oui. À Tanger lundi. Voilà, c'est pas mal. On a de la chance de t'avoir. Vous avez remarqué, on est quand même la seule radio où on propose à nos chroniqueurs de donner leur. Je fais la pub pour les autres. Bah ouais, non mais c'est bon, cool. La prochaine fois, je ferai la pub pour France Maghreb 2 sur les antennes que j'ai citées. Exactement. C'est pas sûr qu'ils te posent la question par contre. C'est moins sûr. Merci à tous et bon week-end bien entendu sur France Maghreb 2 avec dans un instant un peu plus de légèreté avec Medjed, Enver. À très vite.
Mam, à très vite. Emmanuel Dupuis, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Et rendez-vous, évidemment, quand lundi, on sera là, évidemment. Lundi, Michel Drucker fêtera ses 80 ans. Ah ouais, d'accord. Merci. Ah oui, d'accord. Lui, elle l'a pas enterré, la reine. Voilà, il l'a pas enterré. Non, Michel, il est toujours là. Souhaitons-lui longue vie. Exactement. Merci d'écouter France Maghreb 2. Bon week-end à tous. Il est 18h, c'est l'heure du journal. Et dans un instant, Bedjed. Bon week-end à tous et à lundi. Ciao.